Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc, en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, nous revoici pour un nouvel épisode de Faut qu'on en parle. L'alimentation est au cœur de nos vies, mais pour certaines personnes, elle devient un combat quotidien avec la nourriture. Comment manger sainement ? Anorexie, boulimie, hyperphagie, les troubles alimentaires touchent de plus en plus de monde et pourtant ils restent souvent invisibles et incompris. Quelles sont les causes de ces troubles ? Quels sont les signaux d'alerte à ne pas ignorer ? Avec nos invités, nous allons lever le voile sur les troubles alimentaires et tenter de mieux comprendre les solutions existantes pour accompagner ceux qui en souffrent. Gardez à l'esprit que cette émission vous appartient aussi. Partagez vos expériences, posez vos questions avec le hashtag FQEP ou laissez-nous un message sur notre répondeur, le 07 839 75. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Les troubles alimentaires touchent de plus en plus de personnes à travers le monde. Et pourtant, ils restent souvent mal compris. Quelles sont les causes de ces troubles ? Comment peuvent-ils être détectés à temps pour éviter des conséquences graves sur la santé mentale et physique ? Quels sont les principaux troubles alimentaires, de l'anorexie à la boulimie, en passant par l'hyperphagie ? Nous passerons en revue ces comportements alimentaires dangereux, leurs symptômes et leurs impacts sur la vie quotidienne des personnes qui en souffrent. Comment s'en sortir ? Quelles sont les approches thérapeutiques les plus efficaces pour accompagner les patients vers la guérison ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Quelle place pour la prévention face à l'augmentation des cas ? Comment sensibiliser le grand public et les jeunes en particulier ? Quelles actions sont mises en place dans les écoles, les familles ou les médias pour prévenir l'apparition de ces troubles ? Troubles alimentaires, comprendre, détecter et agir, c'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on reçoit ce soir Anne Berland qui est diététicienne et nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons Perrine Kazmarek, qui est donc ergothérapeute. Bonsoir. Cécilia Mandar, psychopraticienne transgénérationnelle, spécialiste en troubles alimentaires et en addiction. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Sophie Darny, qui est praticienne en psychothérapie et en hypnose. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Sophie Hayek, qui est présidente de l'association Les Oiseaux. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous dire, est-ce que les Français font attention à leur poids ? Une enquête menée par Ipsos révèle que 63% des Français déclarent faire attention à leur poids. Cette attention est plus prononcée chez les femmes, 67%, que chez les hommes, 57%. De plus, 44% des Français ont déjà suivi un régime alimentaire dans le but de perdre du poids. Les femmes étant plus nombreuses, 55% que les hommes, et 32% à avoir tenté cette démarche. As-tu quelques chiffres à nous donner sur les régimes alimentaires ? En France, les habitudes alimentaires évoluent avec une attention croissante portée au régime spécifique et à la consommation de viande. En 2020, seuls 2,2% des Français déclarent subir un régime sans viande, pescétarien, végétarien, vegan, tandis que 24% se considèrent flexitariens, c'est-à-dire limitant volontairement leur consommation de viande. Leur consommation de viande en France, elle a diminué de 15% entre 1992 et 2018, passant de 105 kg équivalent carcasse par an à 88 kg. En 2023, c'est environ 10% des Français qui suivent un régime faible en glucides, 6% un régime sans lactose et 5% un régime sans gluten. On passe tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Maudit de Paris qui nous dit « J'ai toujours fait beaucoup de sport pour faire attention à mon poids. Je veille à prendre souvent que du muscle et surtout pas de gras. » Noémie de Bretagne, quel calvaire le poids, j'ai toujours été complexée, j'ai vraiment une mauvaise relation avec la nourriture. Et avant de commencer ce riche débat de 2 heures, revenons sur les bases. Qu'est-ce que c'est que bien manger et comment surtout bien manger ? Qui se lance ? Allez, Anne, peut-être, notre diététicienne. Oui, eh bien écoutez, bien manger, déjà c'est une alimentation qui soit équilibrée et qui soit variée. Voilà, ça c'est un bon résumé de ce qu'on peut dire d'une alimentation. Après, on fait en fonction de ses goûts, mais moi je suis plutôt partisan
d'aucun régime qui exclut quoi que ce soit. Voilà. Et là, je viens de noter votre auditeur qui dit, moi, je fais attention, je mange pas de gras. Eh bien, si, monsieur, il faut manger du gras. Quand même, mais du bon gras. Peut-être. Voilà, du bon gras. Alors, ce que je dis à mes patients, c'est on ne confond pas le gras du chips et le gras de la sardine, par exemple. Oui, c'est ça, des poissons. Meilleur gras quand même. Voilà, le gras du poisson, le gras les huiles, mais les huiles végétales, ça, on ne l'exclut pas. Sophie. Et souvent, on rencontre joie à travers mes patients. Non, hein, le gras, on fait attention, on cuisine à la vapeur, on cuisine dans des poêles anti-adhésives. Bon, il y a des bons réflexes, mais n'oubliez pas que votre cerveau, c'est essentiellement du gras, donc il faut le nourrir avec du gras. Mais pas trop, pas du mauvais. Voilà. Voilà. Ouais. Toujours, faut faire attention aux excès. Mais tout est question d'équilibre. Sophie, de l'association Les Oiseaux, comment bien manger, bien équilibrer, comment tu conseilles Je suis complètement d'accord. Évidemment, il y a la question de l'équilibre alimentaire et surtout pas tomber dans le piège de la restriction et forcément parce qu'on n'est pas fait, je pense, nous les humains, pour être dans quelque chose de restrictif, ça tient jamais. Les auditeurs là l'ont dit, c'est pas les seuls à avoir essayé un régime, 2 régimes, 10 régimes qui ne fonctionnent pas dans le temps parce qu'on n'est pas fait de toute façon pour appliquer des éléments qui soient ultra restrictifs dans le temps. Ça ne fonctionne pas en lien avec nos capacités à nous de se limiter en permanence, en lien avec forcément la sphère sociale et notre évolution qui est au contact des autres. On peut pas en permanence se limiter à pas manger telle chose, à manger à tel moment de la journée et pas à d'autres. Voilà. Après, c'est forcément humain d'essayer, de tenter plein de choses différentes. Mais la clé, effectivement, c'est d'arriver à trouver à l'équilibre. Là où je compléterai peut-être l'aspect qui a été évoqué juste avant, c'est la grande importance, à mon sens, de trouver l'équilibre aussi par rapport au plaisir de manger et pas de tomber dans quelque chose qui pourrait être très varié, très équilibré, mais également trop rigide et qui laisse pas la place au partage, au vrai plaisir culinaire. Voilà. C'est vrai, Sophie. Moi, je dis à mes patients, manger, c'est d'abord un plaisir, et ce plaisir, il se partage. Cécilia, toi qui es spécialiste dans les troubles alimentaires. Ce qui me vient là comme ça, c'est de parler aussi de la partie orale. C'est-à-dire que l'enfant, il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va téter le sein de maman ou le biberon. Et du coup, évidemment, il se passe quelque chose quand on mange. Il y a la partie lien, attachement, la partie plaisir, la partie satisfaction, réconfort, avec tout ce que ça peut engendrer ensuite dans les troubles qu'on peut trouver, justement. Donc, je rajouterais cette partie-là, en fait, qu'il faut aussi prendre en considération. La bouche, en fait, l'oralité, la bouche, l'échange entre l'aliment et soi-même. N'oublions pas qu'on est, évidemment, ce qu'on mange, ce qu'on dit. Tout ça, c'est aussi une démarche globale à prendre en considération. Sophie ? Ce qui est aussi à prendre en considération, on l'entend dans les 2 déclarations, c'est le rapport au corps. Le rapport au corps de celui qui va être trop musclé ou très musclé, le rapport au corps de celle qui est complexée et qui, à cause de ce rapport au corps où il y a une vision du corps tronquée, erronée, qu'on appelle dysmorphophobie, c'est-à-dire on voit pas le corps tel qu'il est, on imagine que les autres voient que les défauts, on voit que les défauts. Il y a un rapport à l'alimentation qui finalement n'est plus naturel. La personne, elle va avoir un rapport presque à l'alimentation comme étant une ennemie. Le gras est un ennemi. Donc tout est mentalisé au niveau alimentaire. Et ça n'est plus naturel. Le plaisir n'a plus de place. Et c'est important d'accompagner la personne à revisiter sa manière de s'alimenter, mais aussi de s'aimer, d'accepter son corps tel qu'il est et par rapport aux autres. Perrine ? Oui, alors
moi, vous pouvez peut-être vous poser la question de pourquoi je suis là en tant qu'ergothérapeute, parce que c'est déjà un métier qui n'est pas très bien connu. Mais mon cœur de métier, c'est les activités de la vie quotidienne. Et l'alimentation est une activité de la vie quotidienne, et ce, dès la naissance. C'est une activité qui peut revenir 6 à 8 fois par jour, voire plus chez des tout-petits, mais au moins 3 fois par jour jusqu'à la fin de sa vie. Et comme vous l'avez dit, oui, il faut que ça soit diversifié, que ça soit lié à du plaisir. Et pour plein de raisons, dans la vie, certains ne prennent plus aucun plaisir, ne peuvent plus manger, n'arrivent pas à manger ou mangent que certains aliments très, très particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui est très banalisé dans la société actuelle. Les parents sont très peu informés et je m'aperçois aussi que le corps médical l'est très peu. Et on parle beaucoup effectivement des problèmes de poids, de l'obésité ou de l'anorexie, mais il y a une autre forme de souffrance alimentaire qui émerge de plus en plus parce qu'on commence à en parler. C'est justement les troubles alimentaires pédiatriques et qui font beaucoup culpabiliser les mamans et encore de la bouche de certains professionnels de santé. Donc voilà, ça je trouve que c'est important qu'on en parle parce que ça lie un peu tout ce que vous avez dit précédemment sur l'aspect nutritionnel, parce que c'est des enfants qui sont très souvent donc carencés. Sur l'aspect psycho-affectif, sur non, ce n'est pas lié à un contrôle de l'image du corps, ou alors c'est rarissime, pas chez les enfants, ils sont pas encore assez matures pour avoir ce genre de problématiques. Et voilà, c'est un domaine qui est fascinant, mais qui cache derrière souvent beaucoup de souffrances et personnelles et familiales. Alors, puisqu'on est dans la nourriture, pour introduire cette émission, pourquoi c'est important vraiment de bien manger? Quels sont les bénéfices pour la santé, Anne? Alors, pour bien manger, il faut se représenter une balance, c'est-à-dire que vous devez avoir des apports alimentaires qui soient en fonction de vos besoins alimentaires. Et ça, en fait, c'est la base et je pense que on mange trop. On mange trop par rapport à ses activités, par rapport à ses besoins. C'est-à-dire que tu conseillerais combien de repas finalement par jour? Non, est-ce que c'est je cliché, conseille pas cette histoire de... plus, Non. moins de repas. Au contraire, quand je propose mes rations alimentaires pour les patients, j'introduis toujours des collations de façon à ce que les repas soient un peu moins lourds, mais qu'on puisse avoir le volume calorique dont on a besoin. Et c'est ça qu'en fait on doit avoir toujours en ligne de mire, c'est d'avoir que ces besoins soient couverts uniquement. Ouais, mais ni plus ni moins. Ni Pas en plus, dessous, ni évidemment. moins, à moins que, je veux dire, Et pas un au-dessus. coach sportif, j'en reviens Oui, bien à sûr. votre auditeur, qui fait beaucoup de sport, et il n'aura pas besoin, il aura justement besoin de plus que quelqu'un qui est sédentaire et qui fait un travail dans un bureau, par exemple. Ou quelqu'un qui travaille sur les chantiers. On ne peut pas avoir les mêmes besoins caloriques. Forcément. Donc, Moi, il faut vraiment adapter ses besoins oui, alimentaires. absolument. Là, ses besoins réels. j'ai une jeune patiente, je lui ai fait une ration. Son papa a voulu la suivre. Il a perdu 4 kilos. C'était pas le but, mais lui, il travaille sur les chantiers. Alors, il ne pouvait pas suivre le même... Il a des besoins plus importants. Il ne pouvait pas suivre le même programme. On a un commentaire d'Elisa de Nantes qui nous dit « C'est impossible pour moi de manger le matin. Ça a été un combat avec ma mère. Pouvez-vous la rassurer et lui dire que non, je n'ai pas de trouble ?» Alors, Oui. pas manger le matin, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est le Il y en a début qui d'une déjeunent mauvaise pas. relation, du coup, avec la nourriture? Non, pas du tout. Il y a des gens, il y a des individus qui peuvent pas manger le matin. Donc moi, je leur demande, est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Oui, non, moi c'est léger. Si c'est pour qu'ils se retrouvent la tête dans les toilettes à 10h du matin, c'est pas le but. Hein. Il vaut mieux qu'ils prennent une collation un peu plus tard. Voilà, c'est ça donc c'est ça, oui, qui mangent en milieu de matinée. Donc là, ça passe beaucoup mieux que le matin en se levant. Parce qu'on... Oui. Pardon, mais moi j'aurais rajouté que les choses ont beaucoup changé aussi. Enfin, moi j'ai 54 ans, on ne disait pas tout à fait les mêmes choses quand j'étais petite. Aujourd'hui, on nous parle de jeûne intermittent, on nous dit, on revient sur la satiété, on revient sur les besoins, tu en parlais Anne,
C'est sûr qu'à 50 ans ou à 14 ans, on va pas avoir le même besoin. Exactement. Si c'est la périménopause ou des choses comme ça, sujet qui me parle. Du coup, je pense aussi que les règles du jeu, entre guillemets, elles ont aussi beaucoup changé. On peut parler, je sais pas, moi je suis pas nutritionniste, mais la partie produits laitiers, la partie viande, enfin il y a beaucoup de choses aussi qui ont beaucoup changé. Ouais, Moi les j'ai mœurs ont l'impression, changé, les habitudes des gens aussi. On a j'ai dit qu'on mange moins de l'impression viande. que, en tout cas moi les patients que je reçois, évidemment sur la partie plutôt psycho, sont complètement perdus finalement. Est-ce qu'il faut être végétarien? Est-ce qu'on mange des protéines animales, végétales, trop, pas assez, le matin, le soir, le jeûne, oui, le matin, le midi? Je trouve aussi que les choses ont beaucoup évolué, je pense. Il y a de quoi se perdre, Oui. mais on a des organismes d'État aussi, comme l'ANSES, qui nous donnent, il faut un pourcentage de glucides par jour, un pourcentage de protéines. Donc la fourchette maintenant, elle s'est très élargie. Par exemple, pour les protéines, on va de 10% jusqu'à 20% de l'apport. Donc les des choses besoins. ont beaucoup changé. Oui, En termes d'habitudes alimentaires et nourriture. Oui, puis par les réseaux, on voit aussi apparaître beaucoup de régimes, le cétogène, les modes. Faut faire attention, mais c'est ça on en parlera après des régimes. Pour pose le nous contexte. tous ici et nos auditeurs, on ne dit plus régime parce que c'est trop restrictif et ça a une connotation vraiment négative. On parle de alimentation thérapeutique. Voilà. C'est ce qu'on utilise maintenant en milieu hospitalier. Et pour une alimentation normale, quand on est bien portant, on dit alimentation équilibrée. Voilà. Ça stigmatise un petit peu moins. Alors pour en revenir un petit peu à la nourriture et au repas, est-ce que finalement, on entend souvent dire que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est vrai ou pas ça, Anne? Dans nos Je vais habitudes encore alimentaires. dire que ça dépend des métabolismes. Hein. Ouais. Le fait de pas déjeuner le matin, ça peut pas provoquer des troubles. Pas spécialement. Alors, ça peut provoquer quand même des problèmes au niveau de la concentration. Même si un individu, quel que soit son âge, a du mal à manger le matin, en tout cas, il faut qu'il s'hydrate. Et ça, c'est le premier geste santé du matin, c'est vous levez, il faut un verre d'eau parce que votre organisme, il a jeûné, il ne s'est pas hydraté pendant, on va dire, 8-10 heures. Et ça, votre corps, il en a besoin. Donc, un verre d'eau au lever. Au moins ça. Ouais. Au moins ça. Au moins ça. Et si dans la journée, vous sentez un petit coup de fatigue, vous n'avez pas faim, si vous mangez, vous allez avoir mal au cœur, vous vous hydratez parce que ça peut être aussi un signe de déshydratation. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Tu parlais tout à l'heure des collations. Et c'est vrai qu'effectivement, là, l'école a un peu la dent dure, puisque l'État a aussi mis un peu des holà sur les goûters, les types de goûters des enfants. Et il y a eu une espèce de dérive où les enfants n'ont plus le droit aux collations, ou très peu, ou vraiment certains types de collations. Et c'est vrai que pour ces enfants qui ne mangent pas le matin ou qui ont du mal à manger le matin, cette petite collation en milieu de matinée, elle serait quand même très bénéfique. Parce que cet effet, effectivement, petite hypoglycémie et trouble de l'attention, c'est pas terrible. Et on a des enfants qui sont presque en échec scolaire à cause d'un petit apport alimentaire qui pourrait faire la différence. C'est pas ça qui va générer des troubles, bien au contraire. Ça génère des troubles de fait qu'ils aient pas de collation. Exactement. Ouais. Exactement. Et des enfants qui ont des particularités, qui ont du mal à manger des grosses quantités pour diverses raisons, fractionner des repas sur des petites portions comme ça, c'est malheureux, mais on est obligé de faire des protocoles alimentaires dans les écoles pour qu'ils soient autorisés à manger leur petit goûter en interclasse. Et du coup, c'est hyper stigmatisant, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est primordial, presque pour tout le monde. Oui, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup à la collation. Et puis, les jeunes enfants, j'ai vu en milieu scolaire, ils mangent pas beaucoup au petit déjeuner. Donc, ou pas bien. Des produits très transformés. Voilà, ça va être des céréales soufflées, ce qu'on appelle les extrudés. Alors ça a absolument aucune valeur nutritionnelle, si ce n'est le plaisir de la texture en bouche. Mais au niveau nutritionnel, c'est bidon. Donc rien que là, on pourrait reprendre à la base cette alimentation-là pour avoir moins de problèmes alimentaires, d'habitudes alimentaires pour tous les enfants. Il faudrait arriver à
Oui, alors, vaut mieux du pain, du beurre, voilà, un peu de chocolat. Le cliché d'il y a 30 ou 40 ans, le je pain pense avec la barre de chocolat. Il n'était pas si mauvais que ça. Exactement. Et puis on se retrouve aussi avec des enfants qui sont tellement habitués aux produits ultra transformés et aux petits formats très pratiques à emporter. C'est des enfants qui ne savent plus mâcher. Et si on mâche pas, il y a moins de satiété. Parce qu'on n'envoie pas les bons messages au cerveau. Ça, toi, tu le constates en tant qu'ergo. Ah, moi, j'ai des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, qui n'ont toujours pas développé de mastication efficace. Oui. Et qui du coup vont sur de la facilité, c'est-à-dire c'est des enfants qui vont manger des bananes, compotes, mais pas des de trucs texture comme ça. complexe, qui vont manger que des compotes, enfin qui vont avoir un panel alimentaire extrêmement restreint parce qu'ils n'ont pas développé leur capacité masticatoire, ils n'ont pas les bons, ce qu'on appelle les patrons moteurs, c'est-à-dire qu'ils comprennent même pas ce qui se passe dans leur bouche. Parce que soit la famille n'a pas proposé d'autres choses, soit ils ont lâché un peu trop vite. Mais effectivement, on se retrouve avec des problématiques comme ça. Et ça a un vrai retentissement en plus sur le développement du visage, de la mâchoire, de la respiration. Et ça, enfin voilà, c'est un peu une réaction en chaîne. Donc oui, au plus tôt c'est pris en charge, au mieux c'est. C'est un vrai problème de santé publique. Maintenant, quel enfant n'est pas appareillé au niveau orthodontique Oui. Cécilia, quelque chose à rajouter? Non, je parlais, j'avais assisté à une conférence il y a peu d'Isabelle Filiosa qui parlait du placement de la langue. En fait, c'était quelque chose qu'il fallait rééduquer. Et oui, ça venait aussi de la partie allaitement, la partie biberon. L'enfant, il est plus du tout habitué en fait à forcer pour essayer d'avoir accès à l'alimentation tout petit finalement. Oui, alors moi je le constate, je suis formée en freins restrictifs buccaux et donc en troubles alimentaires pédiatriques et en neuromyofonctionnels. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de mamans qui ressortent de la maternité avec des allaitements qui sont pas bien mis en place. Du coup, elles passent un peu par dépit au biberon, mais ça marche pas bien non plus. Je trouve qu'elles sont pas bien accompagnées. Il y a des projets d'allaitement qui se cassent un peu la figure. Et je pense que ça majore aussi un peu le baby blues pour des mamans qui avaient vraiment un rêve là-dessus. Et on a des enfants qui retournent à la maison avec des problématiques qui passent un peu à l'as. Et franchement, prendre un biberon, parfois c'est miraculeux, mais parfois effectivement, il y a un placement de langue qui est pas bon parce qu'il y a un frein lingual, et puis où on a une espèce d'hypotonie du bas du visage, et derrière, c'est pareil, c'est des enfants qui vont tétouiller leur biberon parce que c'est hyper passif. Quand on appuie sur une tétine, ça gicle quoi qu'on en fasse, même si au bout d'un moment on épaissit avec des farines, la maman elle fait quoi? Elle va couper le bout de la tétine. On l'a toute fait en tant que maman, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est des enfants qui vont juste presser gentiment, mais ils n'auront toujours pas compris ce qu'ils doivent faire de leur langue. Et quand on diversifie et qu'on passe sur d'autres textures, ils vont rester vraiment avec une langue qui va à peine monter, qui va pas être très musclée. Et surtout, après, on a le problème d'élocution, on a plein de choses. Et ça, c'est des enfants que moi, je récupère au cabinet pour souvent des problèmes d'élocution, des problèmes de graphisme ou autres. Puis en fait, en grattant un peu, on se rend compte qu'il y a des problèmes de sommeil liés à des problématiques de langue, des problématiques de troubles attentionnels qui sont liés à des placements de langue qui n'ont pas été pris en charge. Donc effectivement, tout est lié. C'est un problème, effectivement, mais on a un autre problème qui est beaucoup revenu quand on est plus âgé, c'est le budget. Bien manger, apparemment, ça coûte cher. Alors, quels conseils vous pouvez donner? Anne, peut-être. Vous Parce mangez qu'on est dans la moins partie un peu diététique pour l'instant avant de dériver sur la partie santé. Mais oui, comment manger Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bien manger je pour pense pas avoir de troubles. qu'on mange trop. De toute façon. Déjà, oui. Hmm. Oui. Et moi, je conseille d'éviter de faire les courses pour la semaine, mais d'essayer de faire les courses peut-être pas jour par jour, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Quand on travaille à côté, c'est pas simple. Mais plutôt d'aller dans les petites structures. On revient avec un caddie un peu moins chargé, mais avec des choses essentielles. Et au final, on est moins tenté, et peut-être qu'on mange moins de pas mauvaises choses. Oui, et puis c'est pas le même budget quand vous sortez. Si vous allez, je veux pas citer de chaîne, mais un petit market, c'est autre chose qu'un supermarché. Oui, qui va Donc essayer là, de vous vous vendre achetez tout et vraiment n'importe quoi, et les des choses qui peuvent générer des problèmes. essentielles. Oui. Sophie? Parce qu'on est toujours tenté. Oui, alors sur la partie budget, c'est un grand sujet, je pense qui revient de plus en plus actuellement avec le contexte de l'inflation qu'on connaît tous. Mais je rejoins assez l'idée de faire des courses effectivement pour la semaine ou pour plus si on peut, en anticipant la question des menus, se dire globalement comment je vais couvrir mes apports et les apports de la famille globalement sur la semaine ou sur plus. Il y a beaucoup de familles qui ont l'habitude d'aller chercher l'ingrédient qui manque parce qu'on a une envie immédiate et c'est on va faire
la petite dernière course pour ce qu'on a envie de manger le soir ou ce qu'on a envie de manger le lendemain. Il y a des, nous, on accompagne davantage des adolescents, mais qui sont en capacité, avec leur petit argent de poche, d'aller tous les jours s'acheter un petit aliment plaisir, ultra transformé ou pas. Et donc, forcément, il y a ces habitudes qui commencent. Il y a beaucoup, effectivement, la responsabilité des parents, etc. Mais ça peut revenir déjà très rapidement dès lors que l'enfant va avoir, ou l'adolescent va avoir une petite autonomie et comment on l'accompagne dans cette éducation à l'alimentation qui va concerner aussi le budget, comment je dépense. Que des paquets de bonbons, en fait. Et pas tous les jours. Voilà. Et pas tous les jours. Parce que le paquet de bonbons en soi, pourquoi pas, mais pas tous les jours et pas dès que j'ai une envie, j'y vais, parce que forcément, derrière, on va rentrer dans un cercle qui peut mettre en difficulté et l'équilibre alimentaire, mais également l'équilibre du budget, forcément. Oui, et puis je pense qu'il faut privilégier aussi les petits commerçants de votre centre-ville. On a beaucoup des AMAP maintenant. Donc pour les fruits et légumes, c'est bien mieux que de les acheter dans un supermarché. Ouais, oui. Ouais. Et du coup, les quantités sont raisonnables. Vaut mieux les éviter, ces endroits-là. Parce que ça peut aussi, en fonction des produits... Parce qu'en termes de budget, c'est vrai que vous vous y retrouvez pas. Est-ce que c'est possible, pour clôturer bientôt cette partie purement contexte et nutrition, on va dire, de base, est-ce que c'est possible, au final, de bien manger et de prendre plaisir, surtout de manger? Est-il possible d'associer santé et gourmandise? C'est toujours où est le curseur entre les dérives de la gourmandise? Je vais manger 10 tablettes de chocolat, par exemple. Non, tout le monde sait que 10 tablettes, ça va pas le faire. Je peux prendre des extrêmes, mais... Mais moi, j'en reviens toujours à ma pratique. Pour toi, c'est peut-être j'ai évident, un patient qui me dit, presque embêté, moi, j'aime bien mon carré de chocolat, surtout, gardez-le. Oui. C'est pas ça qui va faire... Donc, il te dit pas, je mange 3 tablettes tous les soirs. Voilà, là, y a un souci. C'est la quantité. Vous voulez un carré de chocolat ou même 3 carreaux au café du matin, c'est peut-être pas le sucre comme ça le matin, non, mais le midi, oui. Donc on peut se faire plaisir et manger correctement, toujours sans excès. Exactement. Voilà. Parce que les excès vont générer des troubles alimentaires au final. Les biscuits. Alors, moi, j'oriente plutôt les patients vers la biscuiterie sèche plutôt que vers les cookies où là, c'est sucré, c'est gras. Gras avec du beurre, du mauvais gras. Oui, voilà. Ce sont des graisses industrielles, donc le petit beurre, tous ces produits qui sont dans la ligne de biscuiterie sèche, ça fonctionne bien. Eh bien, merci. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. On a parlé de la nourriture, mais qui dit nourriture dit poids. Qu'est-ce qu'on définit par un poids santé et quels sont les critères à prendre en compte? C'est une très bonne question. Qui va encore se lancer sur le sujet? Anne, une vision diététique déjà? Oui, d'un point de vue diététique, nous, les diététiciens, on calcule le poids idéal, mais c'est juste en fait un repère. On va pas faire notre équation en disant au patient, c'est ce poids-là que vous devez faire. Voilà, ça sert de repère et au patient, on lui demande, on calcule déjà l'IMC pour pas qu'il soit en dehors de la normalité, mais on prend aussi en compte le mode de vie du patient parce que ici, dans notre région, enfin surtout sur l'aire toulonnaise, on a des rugbyman. Alors vous comprenez bien que eux, ils seront pas dans un IMC normal. Tout ça, c'est beaucoup de muscles, c'est des montagnes de muscles, donc on va prendre en compte leur activité sportive et puis calculer la masse maigre et la masse magre, tout ça, masse maigre et masse grasse. Donc tout ça, ça compose un équilibre. Et puis le patient, au cours de sa vie, il a toujours eu aussi un poids auquel il s'est senti bien. Donc c'est ce poids-là qu'on va essayer de se rapprocher quand il est en surpoids ou quand il commence à frôler l'obésité. Voilà, moi je dis c'est le poids auquel on se sent vraiment bien. Sophie, avec les enfants, par exemple, il n'y a pas de poids Alors, bien sûr qu'on a des repères comme
comme cela vient d'être évoqué, l'IMC plutôt forcément pour les adultes. On n'utilise pas l'IMC pour les enfants et pour les ados. D'accord. Et pourquoi ? Parce que c'est pas Parce qu'ils sont en pleine croissance. C'est en pleine croissance, ouais. c'est un repère qui est pas adapté pour les jeunes. Vous avez tous dans vos carnets de santé la courbe de corpulence qui a été tracée, même qui ça remonte à un paquet de temps maintenant. Donc vous voyez tous sur votre courbe de croissance, l'enfant a besoin, dans le cadre de sa croissance, de passer par des moments où il va y avoir une prise de poids. C'est tout à fait normal, on en a besoin. Et d'autres où ça va se réguler. Donc, de 0 à 18 ans, on n'utilise pas l'IMC. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut pas faire quand on a 14 ans et on commence à se poser des questions, qu'on regarde sur les réseaux et qu'on a envie de calculer rapidement son IMC pour voir où on en est. Ça peut forcément induire en erreur et déclencher des préoccupations après excessives sur son poids. Donc on a des repères qui sont la courbe, etc., et l'évolution, l'histoire du poids, la typologie de l'obésité quand il y en a, mais après on va vraiment se fier à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que chaque morphologie, vous avez tous autour de vous des gens qui vont arriver à manger des quantités astronomiques et pas prendre forcément de poids, et d'autres qui vont être plus prédisposés à prendre du poids. Donc on a aussi une morphologie un petit peu innée qui fait partie de notre métabolisme de base, sur lequel il faut arriver à accepter aussi certaines choses et pas vouloir forcément se rapprocher absolument de cet idéal de minceur qu'on peut avoir, qui peut être insufflé par les médias et par la mode et par le monde actuel. Donc on fait un espèce de croisement entre les repères santé traditionnels, classiques, et puis l'histoire de vie de la personne, ses prédispositions, pour arriver à trouver une forme d'équilibre. Mais c'est très singulier en fonction de chaque cas. Ça sera difficile de donner plus de précision, je trouve. Mais pourquoi aujourd'hui le poids, c'est autant une source de préoccupation dans notre société ? Cécilia ? Ouais. C'est Compliqué de répondre à cette question. Le poids dans les deux sens, d'ailleurs. Tout à l'heure, on va en parler beaucoup dans la partie santé, la deuxième partie de l'émission. Le surpoids ou le sous-poids, finalement. Pourquoi c'est un souci comme ça ? Mais je pense que ça parle d'image, ça parle de... Alors là, on serait presque dans le culte de la maigreur sur l'image. Oui, c'est ça. Je pense que les réseaux jouent là-dessus, évidemment, un rôle important. Je pense que la partie santé, elle est plutôt cachée par cette histoire d'image. Oui, je pense que c'est ça, en fait, le point. C'est que les standards de la société restent quand même... Ce qui fait que ça préoccupe les gens. Les gens regardent trop, finalement, cette histoire de poids. Oui, c'est beaucoup de la comparaison, d'ailleurs. C'est beaucoup par rapport à quelqu'un. D'ailleurs, moi, j'ai souvent des patientes qui disent, quand je revois des photos de moi, quand j'avais 16 ans, en fait, j'étais très bien. Mais on me disait déjà que j'étais trop grosse. C'est ce genre de choses qu'on a. Alors que comment positionner le gros, le maigre, le bien, le joli ? Tout ça, c'est des choses, évidemment, qui sont très... très, très personnel et très, très sociétal en même temps. Sophie ? C'est ce que souvent on entend quand les personnes viennent en psychothérapie, c'est que finalement elles sont dans une idéalisation de l'image. Et donc il y a toujours ce regard de comparaison par rapport aux autres, mais il y a aussi cette idée qu'il faut paraître mince, il faut paraître jeune. Il y a des injonctions sociétales, en fait. Et dans ces injonctions sociétales, il y a des conditionnements qui sont difficiles à lever. Donc, elles viennent en psychothérapie pour pour se libérer de ça. Il y a une réelle demande de se libérer de ça. Mais c'est pas toujours simple. On est à l'époque des selfies, on est à l'époque des réseaux sociaux, on est à l'époque des sites de rencontres, où on choisit la personne sur son image, on la choisit pas sur ce qu'elle est en général. Et donc, on a cette demande vraiment de coller à une image idéale, de se plaire, de plaire à l'autre, d'être validé par la société. Sophie ? Oui, je pense que à la question qu'est-ce qui fait que ça préoccupe tout le monde, cette question de poids,
il y a, à mon sens, un grand facteur sociétal, comme ça vient d'être évoqué, et je dirais même plus culturel. Si vous avez eu l'occasion de voyager un peu à travers le monde, vous verrez que ce rapport au corps, il est complètement différent en Europe ou en France que en Asie, en Amérique du Sud. Aux États-Unis, on a un rapport au corps qui est différent et une pression sociale liée à ce corps qui est différent aussi. Là, effectivement, c'est majoré actuellement par les réseaux qui explosent à tous les endroits de notre quotidien. Mais c'était déjà le cas il y a quelques années avec en France cette pression autour de la mode et du mannequinat qui venait de manière très importante impacter les jeunes générations. Et c'est vrai que quand on travaille dans la question du poids, de la santé, on conscientise tous les signaux qui nous apparaissent quotidiennement autour de ce poids parfait, ce corps mince, musclé que impulse la société. Depuis quelques années, on voit apparaître le culte également du corps toujours jeune, toujours parfait aussi de ce côté-là. C'est un autre élément qu'on voit apparaître depuis quelques années de manière importante aussi. Et c'est vrai que si on le conscientise pas, je suis persuadée que dans la journée, chacun d'entre vous, vous avez au moins été stimulé au moins une fois, si ce n'est beaucoup plus, sur cette question du poids, que ce soit dans la radio, on est en train de le faire, mais sur les panneaux publicitaires quand vous déroulez votre route en voiture, la radio qui est allumée, à la télé, sur les réseaux, de manière quotidienne. Si vous mettez quelques jours à compter le nombre de fois où vous avez été à un moment donné stimulé par cette question-là, en fait, ça apparaît tout le temps. Sauf que c'est pas toujours très conscient. Et donc, en fait, c'est un environnement dans lequel on baigne et qui crée une forme d'anxiété de qu'est-ce que je renvoie moi ? Est-ce que je suis OK ? Est-ce que je suis dans cette norme-là ? Est-ce que je vais être accepté du coup ? Est-ce que je vais être rejeté par la société, le collectif dans lequel je suis, que ce soit dès l'enfance où on a des enfants qui sont de par n'importe quelle différence. Là, on parle du poids, mais la différence en soi dans la société, elle est très mal perçue. Donc, effectivement, les jeunes qui souffrent d'obésité aujourd'hui, à l'école, c'est les gros, c'est les paresseux, c'est les faibles, c'est parfois les sales. Voilà, c'est toute cette image qui est renvoyée de la différence. Donc forcément, derrière, il y a une préoccupation parce qu'on n'a pas envie, en tant qu'être humain, d'être rejeté. Je trouve ce qui devient très problématique aussi, c'est, alors oui, il y a l'influence des réseaux, il y a les influenceurs, mais les influenceurs exposent aussi de plus en plus souvent leurs enfants, et ça dès le plus jeune âge. Et c'est aussi des enfants qui se construisent avec cette pression et ce besoin de renvoyer une image parfaite, parce qu'on les a élevés comme ça, toujours sous contrôle, toujours derrière un écran, et effectivement, ça crée quand même aussi, au niveau narcissique, des espèces d'hyper-exigences, parce que c'est ce que l'environnement familial a renvoyé, et c'est des enfants qui, du coup, perdent un peu les vraies valeurs, et qui, pour le coup, peuvent devenir, eux, très méchants vis-à-vis des enfants, entre guillemets, normaux, qui, eux, ne sont pas dans un contrôle permanent de leur image. Anne, les réseaux sociaux, t'es d'accord avec tout ce qui s'est dit, les médias, ça joue sur le poids. Et est-ce que du coup, ça fait apparaître ou ça aggrave les troubles alimentaires ? Alors, là, on est un petit peu en dehors de mon expertise parce que je suis pas qualifiée en psychologie. Oui, au cabinet, t'as des gens qui viennent du coup te voir parce que ils ont vu que par rapport à l'image qui est renvoyée, ils sont trop gros ou trop maigres. Alors ça, c'est... Alors, il faut vraiment catégoriser ouais. les patients, là, pour le coup. Si c'est des femmes entre 45 et 65 ans, c'est pas... Il n'y a pas cette pression-là, en fait. Par contre, pour les jeunes patients, les adolescents, oui, ça, ils en sont victimes. Ouais. Oui. Mais le poids, le surpoids, l'obésité, pour mon expertise, et ce que je veux dire aux auditeurs, c'est pas juste une question d'image. Côté santé, ils mettent vraiment leur santé en danger. Parce qu'avec l'obésité, le surpoids, en fait, on révise toutes les complications
Cardiologique, par exemple. Tout le retentissement que ça peut avoir sur l'organisme, toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies sur l'appareil digestif, notamment le foie. Là, on va avoir vraiment l'explosion d'une maladie qui s'appelle la NASH, donc c'est la stéatose. Alors un NASH, c'est stéatose non alcoolique. En fait, c'est un foie gras. C'est pas l'alcool qui rend le foie gras. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire après, ça vire à la cirrhose et à la cancérisation. Ouais, comme un alcoolique en fait, au final. L'alcoolique, mais sans avoir bu. Donc finalement, on s'expose à des problèmes de peau aussi. Les problèmes, les obèses ont des problèmes au niveau des muqueuses. Donc, vous avez complications cardiovasculaires, les complications au niveau du foie, et aussi des problèmes ostéo-articulaires. Et que le poids, le poids. Voilà, ça agit sur votre squelette. Alors quand vous avez une vingtaine d'années, avoir ce genre de problème-là, vous risquez de vous les traîner toute votre vie. Donc moi, de mon œil de diététicien, c'est ça que je vois d'abord. Avant de voir quelqu'un qui est sujet, exposé à l'image, à la pression médiatique, moi je vois déjà quelqu'un qui s'expose à des problèmes de santé. Très bien, merci beaucoup pour cette première partie. On va dériver justement maintenant sur la seconde et sur tout ce qui va être au niveau des troubles. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. C'est Faut qu'on en parle. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Faut qu'on en parle, seconde partie. Trop gros, trop maigre, ce sont des mots et des jugements qui peuvent mener à des troubles alimentaires. Quels sont les principaux troubles alimentaires ? Qu'est-ce que c'est que l'anorexie, la boulimie ou encore l'hyperphagie ? Tous ces mots qu'on entend de plus en plus régulièrement. Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Est-ce que Luc, tu peux nous parler des troubles alimentaires ? Oui, l'anorexie mentale, par exemple, touche entre 0,9 et 1,5% des femmes et entre 0,2 et 0,3% des hommes, donc plus les femmes que les hommes. Plus de 80% des personnes concernées sont des femmes, avec un pic de fréquence chez les 13-14 ans et les 16-17 ans. D'après l'INSERM, plus de 65% des patients sont guéris après 5 ans d'évolution. La boulimie, elle, concerne environ 1,5% des jeunes de 11 à 20 ans. L'hyperphagie boulimique affecte aussi bien les hommes que les femmes, avec une apparition plus fréquente à l'âge adulte. Elle touche entre 3 et 5% de la population, d'après la Haute Autorité de Santé. Tous ces troubles alimentaires confondus, on estime que 10% de la population française pourrait être concernée. Et peux-tu nous parler du surpoids et de l'obésité ? En 2024, c'est environ 18,1% des adultes français qui sont en situation d'obésité, soit près de 10 millions de personnes. La prévalence contre l'obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5% à 17% en 2020. Près d'un adulte sur deux, 48%, est concerné par un excès de poids, surpoids. Voilà. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP ou sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Jérôme de Lille. J'ai toujours été en surpoids, mais en bonne santé. Je suis bon vivant. La ligne, ça passe après. Audrey de Saint-Tropez. À l'adolescence, j'ai eu des troubles alimentaires. C'était un calvaire pour moi l'été. Montrer mon corps et même au quotidien, c'était très compliqué. Je voulais être le plus maigre possible pour disparaître. Heureusement que j'ai été bien accompagnée par les professionnels et par ma famille. On entend souvent dire aux personnes, aux gens trop maigres, qu'ils ont de la chance d'être maigres. Pourtant, pour certains, ce n'est pas une chance. On dit rarement à une personne en obésité qu'elle est trop grosse. Pourtant, on a tendance à le faire à quelqu'un chez qui il manque quelques kilos. Comment la maigreur est perçue en France et pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à grossir ? Qui se lance ? Sophie, peut-être ? On parle de la partie santé Alors, maintenant. Ouais. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes n'arrivent pas à grossir. Ça peut être, il faut interroger la personne, parce que ça peut être parce qu'elle nie sa féminité. C'est souvent une manière de rester avec un corps d'enfant, de nier ses formes qui peuvent attirer le regard.
Ça peut être parce que elle a des difficultés à manger, à s'alimenter, que la nourriture est perçue comme quelque chose de dégoûtant. Mais quelquefois, il y a des choses très inconscientes. La personne, elle ne sait pas. Elle ne peut pas expliquer ce qui se passe. Elle dit, ça me dégoûte de manger, je veux rester, j'ai peur je me vois grosse. Mais elle ne peut pas expliquer ce mécanisme. C'est très... c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, au stade oral, qui fait qu'elle en est là, qui se répète à l'adolescence, qui se cristallise à l'adolescence. Et moi, je travaille souvent en hypnose par rapport à ça, parce que la psychothérapie, quand j'ai des personnes qui ont des problématiques alimentaires d'anorexie, par exemple, elles viennent au bout de très longtemps. Le parcours, il dure très longtemps avant qu'elles viennent voir un thérapeute. Elles ont une demande qu'elles ne peuvent pas expliquer, et même si elles savent ce qui se passe dans leur manière de fonctionner, elles n'arrivent pas pour autant à déprogrammer les choses. Donc là, j'interviens plutôt en hypnose à aller voir un petit peu au niveau inconscient ce qui se passe, comment elle peut trouver des solutions en elle pour faire autrement, comment elle peut se réconcilier avec le corps, avec la nourriture, lâcher ce dégoût. Et ça se règle, mais ça se règle pas en quelques semaines. Perrine, toi, est-ce que côté ergothérapie, tu vois des patients qui sont victimes, j'allais dire, de maigreur, et comment tu les aides? Ça t'arrive? Alors, c'est pas exactement ça. Moi, j'ai souvent des mamans parce que c'est souvent les mamans qui m'appellent, on va pas se mentir, même si j'ai quand même quelques papas, qui viennent me voir en me disant mon enfant, a priori, il y a quelque chose qui va pas, et le pédiatre m'a dit qu'il faisait de l'anorexie. C'est l'anorexie du nourrisson. Bon, alors, je trouve ça terrible pour les mamans, et surtout, c'est un mauvais usage du terme. Et c'est souvent des vieux pédiatres qui se sont pas beaucoup informés. Et on a les autres versants de pédiatres qui disent « Mais de toute manière, ne vous en faites pas. Un enfant, ça ne se laisse pas mourir. Ça ne se laissera pas mourir de faim. » Alors, ce n'est pas vrai. L'anorexie du nourrisson, c'est pas ça. C'est souvent lié à des problématiques psycho-affectives, des enfants qui ont été soumis à des problématiques d'attachement. Moi, je travaille avec des enfants qui sont, pour certains, placés par l'aide sociale à l'enfance pour différentes problématiques. C'est des enfants qui s'éteignent et qui se font oublier. C'est des enfants qui ne réclameront pas à manger. Parfois, c'est vraiment des nourrissons. Et si on ne va pas les stimuler, c'est des enfants qui ne mangeraient pas de biberon. Donc oui, on a souvent des problématiques de prise de poids. Là, effectivement, on peut parler éventuellement d'anorexie. Mais pour les autres, des enfants qui ont des cassures de la courbe staturo-pondérale, des enfants qui sont des petits gabarits, là, l'usage du terme anorexie n'est pas bien utilisé. Mais les mamans, comme souvent, ça fait écho à des choses qu'elles ont vécues plus jeunes. Elles restent un peu avec ce terme-là, et c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux. Et c'est compliqué, parce qu'après, il y a des espèces d'autodiagnostics d'enfants qui sont des petits gabarits, mais parfois pour d'autres raisons, pour des pathologies sous-jacentes qui n'ont pas encore été étiquetées, et sur lesquelles on va dire, bah oui, mais il est anorexique. Donc on a un peu des comportements de forçage alimentaire qui malheureusement font beaucoup de dégâts. Parce que là, pour le coup, sur une mauvaise orientation et un mauvais problème initial, on se retrouve avec des enfants qui vont vraiment se braquer par rapport à la nourriture, peut-être parce que simplement ils ne peuvent pas physiologiquement ou d'un point de vue purement morphologique, ils n'arrivent pas à manger. Et du coup, c'est très coûteux parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une langue qui n'est pas assez mobile, peut-être qu'il y a une fente sous-muqueuse au niveau du palais qui n'a pas été diagnostiquée, et ça, mine de rien, ça arrive. Donc ce palais mou qui n'est pas fini d'être construit et qui du coup reste une structure hyper importante quand on parle ou quand on gère de l'alimentation en bouche, la langue elle est censée venir appuyer. Si ce palais il n'a pas la bonne densité, c'est très compliqué. Et puis on a des enfants qui gèrent mal leur respiration, donc du coup dès qu'ils mangent ils s'essoufflent. Donc forcément, on le voit bien quand on est enrhumé, et les repas sont très fatigants, donc on va avoir tendance à manger moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des enfants, dès qu'ils sont un peu en conflit, en lutte avec l'alimentation, pour quelque raison que ce soit, c'est des enfants qui vont avoir un peu des comportements d'évitement à table et qui vont faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible, et parfois, ils vont beaucoup gigoter ou sortir ou trouver toutes les combines du monde pour être exposés le moins longtemps possible à l'alimentation. Et ça entraîne quand même un peu des enjeux familiaux, parce que par exemple, l'aîné mange bien, et puis le deuxième a fait un bazar pas possible à table, et puis ça crée des tensions dans la famille. Et puis forcément, c'est transposé aussi soit à la crèche, soit à l'école, quand c'est des enfants qui mangent à la cantine. Donc ça reste quand même des choses qui sont... un enfant qui ne mange pas, il faut quand même s'inquiéter, quoi.
Et comment on voit la différence du coup entre une personne qui est naturellement maigre et quelqu'un qui souffre de malnutrition ou d'un trouble d'alimentation ? Alors, j'en reviens à ce que disait ma collègue tout à l'heure, c'est que y a les carnets de santé, il y a les visites obligatoires chez le pédiatre pour les tout petits. Donc normalement, un enfant qui casse sa courbe ou qui est carrément pas dans les courbes, faut quand même aller un petit peu explorer. C'est pas normal qu'un enfant ne prenne pas de poids ou ait autant de difficultés à prendre du poids. Oui, il y a des composantes familiales, il y a des familles qui sont naturellement maigres, mais ça peut cacher parfois des pathologies métaboliques ou des choses comme ça, ou des problématiques d'absorption. Donc il faut quand même... je pense que les mamans ne doivent pas rester avec des questions quelles qu'elles soient. Chaque maman mérite d'avoir ses réponses, et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise consultation pour aller chercher des réponses auprès d'un professionnel. Je trouve que c'est bien plus grave de passer à côté de choses qui parfois peuvent être résolues très simplement, ou au contraire des choses qui sont un peu plus sérieuses et qui méritent d'être explorées aussi. Mais pour moi, un enfant qui est naturellement trop maigre ou pas naturellement trop maigre, en tout cas qui n'a pas une morphologie classique pour son âge, je pense qu'il faut quand même aller explorer un petit peu. Et pour les adultes, quelles vont être ces différences en fait entre une personne naturellement maigre et une personne qui a vraiment un souci ? Cécilia, peut-être C'est sûr qu'on voit arriver au cabinet des gens qui sont en souffrance par rapport à ça. Donc, moi, dans ma façon de travailler... Mais peut-être que c'est normal pour eux d'être maigres ? Oui, c'est ça. Où est la frontière, en fait ? Oui, mais à partir du moment où on le vit bien et que d'un point de vue santé, les choses peuvent être tout à fait maîtrisables, pourquoi pas ? Je dirais qu'après, en effet, il y a des familles qui sont très différentes de ce point de vue-là. Ensuite, moi, je vais aller explorer la souffrance que ça peut créer. Est-ce que le lien à la nourriture est compliqué d'un point de vue émotionnel ? Est-ce qu'on a des traumatismes ? Est-ce qu'on a eu est-ce qu'il y a des comorbidités associées, de la dépression ? On peut parler des troubles HPI. On peut parler de choses qui vont rajouter finalement une problématique à un adolescent, puisque c'est souvent moi des adolescents que je vais pouvoir recevoir dans ce cadre-là. Et on va essayer d'aller chercher finalement la cause, le pourquoi de ce rapport à l'alimentation qui peut être dans le trop ou dans le pas assez. D'ailleurs, ça va être à peu près la même démarche. Et c'est vrai que c'est ça qu'on va questionner. Moi, j'ai un axe je travaille sur le transgénérationnel, donc je considère aussi que la famille transmet des habitudes, une éducation, un rapport au poids, à l'image et à ce qu'on met dans les assiettes de toute façon dès l'enfance. On en a parlé tout à l'heure. Et cela parfois sur plusieurs générations. Pourquoi on a des problématiques alimentaires peut-être qu'on peut les avoir déjà parce qu'il y a eu des guerres et qu'on a eu du mal à trouver de la nourriture, et on peut trouver du coup des messages que le patient va pouvoir finalement va être encombré par des messages qu'il ne comprend pas finalement. Il va falloir aussi parler peut-être des bagages de l'héritage transgénérationnel qui parfois encombre aussi dans le lien à la nourriture et au poids. Si des personnes trop maigres veulent prendre du poids, on entend souvent dire que quand on a trop de poids, il faut faire du sport, que c'est bon. Est-ce qu'il y a un sport ou une activité qui est adaptée pour les personnes trop maigres, qui est conseillée du moins ? Alors là, bonne question. Non. Ouais, non, vas-y. Je peux aussi Ouais. répondre avec ma casquette Bien sûr. autour de l'activité physique. Mais alors ça, c'est une grande question qu'on entend souvent également pour la perte de poids. On nous dit, mais quel est le sport On l'entend souvent comme ça. On Plus est dans trop ce gros, sens-là, oui. on va faire du sport pour Ouais. maigrir. Mais l'inverse. Mais en fait, c'est la même question. C'est-à-dire que... et c'est la même réponse aussi. Ça paraît plus évident dans le sens où on se dit on va faire du sport, on va brûler des calories, alors que de l'autre côté, quand on est trop maigre, on en a pas assez peut-être des calories. Ouais, mais en fait, faut surtout trouver l'activité physique à un moment donné qui va déclencher du plaisir chez nous. C'est la même façon pour l'obésité quand on va évoquer, mais alors quel est le sport qui est le plus efficace ? Le sport le plus efficace, c'est le sport qui nous procure le plus de plaisir parce que c'est celui qu'on va arriver à pratiquer sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pratiquer un sport que vous n'aimez pas. Si on vous dit le meilleur sport, c'est, je sais pas, la course à pied, et que vous détestez ça, vous allez le faire pendant 15 jours, 3 semaines, parce après, on que va c'est lâcher, le quoi. 1er janvier et que c'est le moment de se donner les objectifs de l'année, et puis on va lâcher. Et c'est de la même façon pour la perte de poids. Il y a cette question de déjà quel est le sport
que je vais avoir envie de pratiquer. Première question. Après, il y a qu'est-ce qui est faisable de faire d'un point de vue très concret, très basique autour de chez moi. Est-ce que je suis en capacité d'aller faire telle pratique ou est-ce que ça va me demander de m'organiser 3 heures avant, de faire de la route? Ça tiendra pas non plus. Donc, il y a aussi des composantes très organisationnelles. Et puis après, tout ce qui va tourner autour de l'anorexie mentale, parce que dans ce qui a été évoqué, il y a la maigreur et puis l'anorexie mentale, c'est 2 choses bien différentes. Dans l'anorexie mentale, si on a une pratique qui nous permet vraiment d'arriver à relier de manière plus bienveillante ce corps qu'on met à distance, qui nous fait souffrir par une pratique qui peut effectivement solliciter davantage cette relation corps-esprit, c'est plus positif, mais il y a plein de pratiques qui peuvent être adaptées. Voilà, le yoga, la danse, l'escalade. Voilà, ça peut être donc un sport dépendre, aussi qui nous donne finalement envie de manger. Ça pourrait, quand on est trop maigre, non? Ça pourrait, ou ça Parce que pourrait tu provoquer l'inverse aussi. Oui, parce que tu dis qu'il faut y trouver du plaisir. Donc peut-être qu'en commençant une activité sportive qui normalement va demander des calories, on va peut-être trouver un plaisir. Je sais pas, peut-être trouver un plaisir dans ce nouveau sport et qui va nous appeler forcément physiologiquement à un moment donné à manger plus gras, plus sucré, parce qu'on a besoin de calories pour pouvoir faire ce sport. Peut-être, oui. Après, c'est vrai que c'est tellement complexe que c'est difficile de dire parce que je pratique un sport, alors je vais je vais manger. Voilà, en fait, non, parce que physiologiquement, ça appelle. Ouais, à ça c'est quand manger. il n'y a pas vraiment de problématique avec Sinon, on avec le s'écroule. poids. Voilà, Ouais. c'est vrai que c'est une réflexion qui est tout à fait logique. Mais quand il y a voilà un rapport qui est plus complexe, plus pathologique au corps, le lien de cause à effet pas systématique quand même. Peut-être qu'il y a aussi quand même l'histoire hormonale, ceci dit. Sérotonine, dopamine, évidemment, ça, Alors, de ça, toute c'est façon, clair. ça va faire du bien. Mm. Et donc, alors, est-ce que ça va régler les troubles alimentaires? Je pense que c'est pas, évidemment, ça serait pas si simple, mais ça va jouer de toute façon, évidemment, dans le bien-être de la personne. Donc, Et puis c'est bien de croiser. Tout à l'heure, ça a été évoqué dans le diagnostic, mais de pas rester seul. Là, si effectivement on nous écoute à ce sujet-là, les notions peuvent être très vite confondues. Hein. Vous l'évoquez tout à l'heure, la maigreur, l'anorexie mentale, l'anorexie du nourrisson, etc. De point de vue sociétal, on va souvent, d'ailleurs, vous l'entendez, on se croise une personne qui est maigre dans la rue, on va évoquer, elle est anorexique. Donc attention à la question des étiquettes qu'on peut coller assez vite et effectivement, les seuls qui peuvent être en capacité de poser une hypothèse de diagnostic ou un diagnostic, c'est les professionnels de santé et de la même façon, donc médecins, psychiatres, psychologues qui peuvent vraiment soutenir ce diagnostic-là et qui peuvent aussi conseiller pour la question du sport, parce qu'il y a aussi plein de contre-indications quand on a des difficultés avec le poids, qu'on soit maigre ou à l'inverse, il y a des éléments à venir vérifier aussi d'un point de vue médical. Alors, effectivement, si certaines personnes, finalement, aimeraient prendre du poids, d'autres, effectivement, n'arrivent pas à en perdre. Alors, on a beaucoup parlé déjà des aspects sport, mais quelles sont les causes principales, finalement, de l'obésité? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques ou est-ce que c'est que la malbouffe, finalement? Anne? Ouais. Effectivement, il y a des facteurs génétiques. Il n'y a pas que la malbouffe? Non, il ne faut pas stigmatiser non plus les personnes qui sont en obésité. Il y a un facteur génétique. Je ne saurais pas vous dire le pourcentage de la population. Hein, C'est-à-dire que peu importe ce que ces gens vont manger, au final, ils vont continuer à stocker, garder et on peut rien y faire. Ouais. Alors maintenant, il y a la chirurgie bariatrique, qui a quand même de très très bons résultats. Alors, pour les auditeurs qui seraient intéressés par la chirurgie bariatrique, cette chirurgie, elle s'accompagne avec un diététicien, d'abord pour avoir des conseils nutritionnels, puisque la sécurité sociale va prendre en charge cette chirurgie, mais à condition que aussi la personne apprennent les bons réflexes pour avoir une alimentation variée et équilibrée, parce qu'il peut y avoir aussi des erreurs nutritionnelles dans son parcours. Mais il y a un facteur génétique, qui existe. Et donc, il ne faut pas stigmatiser. Toutes les personnes obèses ne le sont pas à cause d'une alimentation déviante. Il y a ça, et puis, oui.
Vas-y, Sophie, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais rebondir. En fait, l'obésité, c'est toujours une imbrication de plusieurs facteurs. C'est pas simplement, à un moment donné, je mange trop, je bouge pas assez. Je vais trop dans les fast-food, les boissons sucrées, etc. Oui, Non, mais y a en pas fait, que ça. toutes les personnes en situation d'obésité savent très bien ça. Je veux dire, aujourd'hui, tous les messages en santé, ils sont divulgués, connus. Et je pense qu'il n'y en a pas une, sauf si effectivement, et ça pose pas de difficultés, mais qui se sent bien dans cet état d'obésité important. Et donc forcément, c'est plus que simplement la question de je fais les mauvais choix alimentaires ou ça témoigne toujours d'une souffrance qui elle-même est la résultante d'un ensemble de facteurs. Donc cet ensemble de facteurs, alors la génétique. Moi, je nuancerai un petit peu. Pour moi, il y a des obésités génétiques qui existent, effectivement, qui doivent être diagnostiquées de manière très poussée au sein d'organismes qui sont spécialisés. En région PACA, c'est la Timone qui fait ça. Mais sinon, on a des prédispositions génétiques. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a des familles qui vont à un moment donné avoir... on sait qu'il y a une tendance à la prise de poids qui est peut-être plus importante qu'à d'autres, avec des métabolismes qui sont différents. Mais dans l'ensemble des facteurs, il y a effectivement les facteurs environnementaux et culturels qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a des facteurs développementaux. Et donc là, ce que j'évoque dans les facteurs développementaux, ça va être vraiment toutes les étapes de vie qu'on a pu traverser, dans lesquelles il y a pu avoir des traumatismes de vie, que ce soit... des violences, des abus sexuels, des séparations, des décès, des pertes, enfin voilà, tout un ensemble de traumatismes qui peuvent générer des comportements derrière plus complexes. Et puis il y a également les habitudes au sens large en termes d'alimentation et d'activité physique, mais c'est toujours un ensemble de facteurs et c'est ça qui est intéressant quand on travaille dans l'obésité, il y a jamais une situation qui ressemble à l'autre. Chaque cas est singulier. Et donc forcément, il faut arriver à bien connaître la personne dans son environnement, dans son ensemble, pour arriver à guider au mieux. Tout à l'heure, en début d'émission, on parlait de la question des besoins nutritionnels. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, qui ne ressentent pas leurs besoins. Donc bien sûr qu'il faut manger telle quantité de glucides, de lipides à tel moment de la journée, etc. Mais quand on ne ressent pas réellement le sentiment de satiété et que on a l'habitude ou le refuge qui se traduit par l'alimentation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que simplement 3 à 4 repas par jour et puis on mange une certaine quantité, puis on bouge 1 heure par jour, etc. Chaque cas est singulier, mais vous devez l'avoir dans vos pratiques à vous aussi. Oui, c'est vrai ce que dit Sophie. L'obésité, c'est une maladie qui est multifactorielle, voilà, dans notre jargon. Et il suffit pas d'avoir juste les bonnes consignes. Voilà, je prends tant de glucides. Et dans ma pratique, c'est vrai qu'il y a un moment, je suis complètement démunie face à la personne parce que il y a une telle lourdeur psychologique que moi, je n'ai pas ni la qualification, ni les compétences pour déverrouiller ces émotions. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, les kilos émotionnels. Donc, je travaille aussi avec une sophrothérapeute qui, elle, va aider le patient à faire sauter ses verrous. Et une fois qu'il est prêt, qu'il a compris, il revient vers moi. Et là, je peux l'aider. Cécilia ? Oui, la partie émotionnelle, évidemment, est cruciale dans toutes ces problématiques. Je dirais que 95% des gens qui viennent au cabinet me parlent de gestion émotionnelle. Donc, on a des outils, évidemment, pour essayer de les accompagner. Quand il y a eu des traumatismes, évidemment, libérer la parole quand c'est possible, peut-être utiliser des techniques de type EMDR pour aller, évidemment, alléger ou en tout cas retravailler émotionnellement le traumatisme pour que ça soit acceptable pour la personne qui a vécu des choses compliquées.
Moi, je m'appuie sur des techniques type le Tipeee. Je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps et justement qu'est-ce que j'en fais de tout ça? À quel endroit dans mon corps j'ai la problématique émotionnelle? Est-ce que je suis crispée? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Et quelle réponse je vais y mettre par rapport à justement l'alimentation? Est-ce que c'est à ce moment-là que je vais déclencher, quand on parle d'hyperphagie, déclencher une crise, une compulsion alimentaire pour essayer de me faire du bien, pour essayer de finalement de pas trop ressentir ce message qui est compliqué et que je n'ai jamais appris finalement à gérer, si tant est qu'on puisse gérer une émotion d'ailleurs, puisque l'émotion c'est quand même un messager qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi je considère qu'au contraire, vive les émotions et apprenons à vivre avec plutôt que d'essayer de les étouffer, puisqu'on fait ça justement depuis l'enfance, je crois, malheureusement. Donc on est en train effectivement peut-être de modifier les choses, mais c'est sûr que l'alimentation joue un rôle crucial quand la maman a mis la totote, verrouillé l'enfant depuis le plus jeune âge quand il y avait un problème, quand on a dit à un enfant prends ton goûter, ça ira mieux après. C'est sûr aussi qu'on a mis en place des automatismes qui sont difficiles à aller chercher. Mais c'est sûr que la partie traumatique et la nourriture émotionnelle est un vrai sujet en thérapie. Donc moi, je rebondirais sur la chirurgie bariatrique. J'ai eu la chance de faire un stage à l'hôpital Bichat en chirurgie bariatrique. Très intéressant, la chirurgie bariatrique, mais il faut quand même aller chercher évidemment le pourquoi et accompagner. Et je vois trop souvent des femmes qui ont en effet été opérées, ont vu un psychiatre pour la validation. Oui, c'est ça que moi je voudrais juste dire aussi aux auditeurs, c'est que chirurgie bariatrique, alors à la rigueur pourquoi pas, mais par contre il faut faire un suivi parce que je voyais des gens revenir montrer leur jolie cicatrice au chirurgien et continuer de manger des cuillères de Nutella toute la journée, pardon d'avoir cité peut-être cette marque, et de continuer finalement à manger la même chose d'une autre façon finalement, parce que techniquement ça pouvait plus passer. Donc, non, techniquement je vois pas comment on peut manger autant après une chirurgie bariatrique. Peu, mais tout le temps. Ah oui. Ouais. C'est ça que moi je voyais. Bariatrique, attention, le patient est très encadré, hein, il n'est pas seul dans la nature. Hein. Enfin, moi, je travaille tout dépend des dispositifs hospitaliers avec des suivis pour les patients en chirurgie. Oui, il y avait un psychologue qui les. Peut-être tout dépend des hôpitaux, après je ne sais pas. Mais... Et le diététicien qui était là, oui, il fallait quand même un suivi de 6 mois. Hein, donc, c'était pas sur un coup de tête qu'on fait une chirurgie. Non, ça je sais très bien que c'est très bien encadré, oui. Je dis pas le contraire, je dis simplement que, puisqu'on en a parlé, c'est multifactoriel, si je ne suis pas allée chercher le pourquoi ou la cause, c'est sûr que techniquement, je peux moins manger, mais c'est là où effectivement, il faut mettre en place... il est indispensable. Oui. Il est indispensable. On parle d'obésité, mais il y a aussi le surpoids. Est-ce qu'on peut être en surpoids et en bonne santé? Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus démocratisé, le surpoids. Enfin, de plus en plus de monde est en surpoids et c'est normal. Normal, ça, on ne sait pas, mais... non, mais aux yeux de la population, oui. Bah, absolument, on peut être en bonne santé. Moi, à chaque fois qu'un patient vient me consulter, je lui demande s'il a des relevés biologiques qui soient suffisamment récents pour que je puisse voir un peu comment ça se passe au niveau du foie, au niveau des les reins et également au niveau cardiovasculaire. Voilà, puis je vois si au niveau de la glycémie, il n'est pas en train de faire un prédiabète. Donc quand la glycémie, il faut vérifier elle est dans le sang. Oui. Et si c'est normal si c'est normal, déjà, c'est pas mal. Hein. Très bien. On voit, moi juste, je vais rajouter, on voit jaillir là en ce moment pas mal de choses autour de la psychonutrition, où donc effectivement on va aller chercher l'inflammation du cerveau, l'inflammation du corps, et on voit qu'il y a des liens quand même sur l'état peut-être dépressif. Donc tout ça peut être aussi quelque chose qui peut être pris en charge dans le suivi du patient pour justement qu'il aille mieux et du coup que la réponse ne soit plus l'alimentation ou systématiquement l'alimentation. Voyez. Perrine ? Oui, je voudrais juste rebondir sur cette souffrance psychique. Alors moi, c'est vrai que je travaille en pédiatrie, donc j'ai souvent des enfants qui ont beaucoup de difficultés à parler de ce qu'ils ressentent par rapport à l'alimentation, donc on les guide aussi par rapport à ça. Mais je me rends compte que
souvent, j'ai des familles qui sont des familles très sensibilisées à l'alimentation et j'ai des mamans qui me disent mais je comprends pas parce que moi j'ai l'impression d'avoir toujours tout bien fait, je cuisine, je fais cuisiner mon enfant avec moi, je cuisine des produits frais, j'essaie de lui faire goûter plein de trucs et j'y arrive pas. Et c'est vrai que tout à l'heure, voilà, tu as parlé d'HPI. C'est vrai que moi, dans les patients que je reçois, souvent, on est un peu en pré-diagnostic d'enfants TSA, donc des troubles du spectre autistique, ou des enfants HPI qui sont un peu les autistes Asperger. C'est des enfants qui ont des troubles sensoriels et qui ressentent tout un peu différemment. Ils n'ont pas les mêmes filtres que nous. Et du coup, leur analyse alimentaire, elle est pas comme nous. Et on a des enfants qui souvent vont manger des choses très transformées parce que quand on a des choses très transformées, c'est hyper constant. Donc on mange les nuggets de McDo à Lille ou à Montpellier, ça sera les mêmes nuggets. Le petit pot Bledy Chef, je suis désolée pour ces marques, mais qu'on les achète à Super U, peu importe, on aura toujours le même. Et ces enfants, du coup, sont tellement en insécurité avec l'alimentation qu'ils mangent ça. Le problème, c'est qu'il y a des grandes tendances chez les enfants qui ont des troubles alimentaires pédiatriques, c'est qu'ils vont manger très souvent des aliments qui croustillent, qui sont panés, qui leur donnent un peu de l'info sensorielle. Et donc souvent, je vais avoir les mêmes choses dans les recueils alimentaires des enfants, ça va être les nuggets, tout ce qui est pané. Les frites, mais que celles de chez McDo. On va avoir les croustibat et encore, parce que la texture à l'intérieur parfois est très perturbante. Et du coup, c'est des mamans qui me disent « Mais je comprends pas, moi j'ai une hygiène alimentaire irréprochable, je fais extrêmement bien, mais mon enfant est gras. » Parce qu'effectivement, c'est un enfant qui ne mangera pas, il n'arrivera pas à introduire de fruits, de légumes, de fibres. Et pour une maman, il n'y a rien de plus de culpabilisant que de ne pas réussir à alimenter son enfant. Et c'est des mamans qui sont en souffrance face à leur impuissance et qui, du coup, finissent par capituler et donnent à leur enfant les seules choses qu'ils sont capables d'ingurgiter. Et ça rentre un peu dans une mauvaise spirale de « je ne propose plus rien d'autre que ce que mon enfant est capable de manger ». Et souvent, moi, c'est des mamans, quand je leur demande comment ça se passe au niveau alimentaire, votre enfant mange de tout, elles vont me dire « Bah oui ». Oui, elles mangent de tout, parce qu'elles ont tellement construit un fonctionnement avec un panel alimentaire très restreint où elles vont proposer 8-10 aliments, ce qui n'est pas normal chez un enfant. Du coup, oui, elles ont contourné le problème, donc l'enfant va manger de tout, mais de tout ce qu'elle propose. Eh bien, oui. Sophie, tu veux rajouter quelque chose ? Non ? Parfait, on va pouvoir passer sur notre partie suivante. On va être focus un petit peu sur les troubles, vraiment les troubles à proprement parler. Allez, on se retrouve dans quelques secondes dans Faut qu'on en parle sur votre radio. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Parlons maintenant du coup des troubles alimentaires. Beaucoup de monde en parle aujourd'hui, mais à partir de quand peut-on réellement parler de troubles ? Sophie, peut-être ? Alors le trouble, c'est lorsque la personne est dérangée par ce qu'elle vit, lorsqu'elle est mal dans son esprit, dans son corps, qu'elle vit mal les choses. On a parlé de maigreur et d'obésité, mais il y a énormément de personnes qui ont des troubles alimentaires et qui ont un poids tout à fait adapté. D'accord, où ça se voit pas en fait. Ça se voit absolument pas, mais elles sont dans une lutte permanente avec le maintien de ce poids. Alors elles viennent en cabinet et elles vont par exemple raconter j'ai fait 50 régimes, je sais exactement comment faire pour perdre du poids, mais ce qu'il y a c'est que par instant j'ai des hyperphagies et donc je reprends 10-20 kilos ou je reprends 5 kilos et je rentre à nouveau dans ces régimes. Elles n'arrivent pas à être dans une stabilité et elles sont dans quelque chose qui est une réelle souffrance. Et cette souffrance, c'est un trouble. C'est à partir de là, c'est par rapport à la souffrance de la personne qu'on arrive à savoir s'il y a un trouble alimentaire ou pas. Si la personne, elle est en surpoids, mais qu'elle vit très bien les choses, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Mais si la personne, elle a un poids tout à fait acceptable, mais qu'elle vit très mal les choses, que dès qu'elle a une problématique émotionnelle, elle va se jeter sur la nourriture, puis après se restreindre, puis être en souffrance par rapport à ça, là, on est dans le trouble alimentaire. D'accord. Est-ce que d'autres personnes souhaitent ajouter quelque chose sur ce... Alors, je suis désolée, en pédiatrie, c'est un peu différent. Il y a des vrais critères qui sont décrits dans le DSM, donc par les écrits littéraires de codification en fait, des pathologies. Pour les enfants, il faut quand même que ce soit un trouble qui perdure plus de 3 mois, qui ne soit pas en lien avec un manque d'accès à la nourriture, qui ne soit pas forcément en lien avec une pathologie.
Et c'est vrai que c'est des choses qui, pour nous, arrivent parfois en diagnostic un peu tardivement, parce que tout à l'heure, Cécilia parlait de l'alimentation, donc de l'allaitement ou du passage au biberon. Nous, on s'inquiète déjà quand on a un bébé qui a du mal à passer au biberon, à la diversification, ou qui cristallise un peu trop longtemps sur de la texture extrêmement lisse et qui ne va pas réussir à introduire ne serait-ce que du jambon mixé ou haché, ou alors qui va rester sur un certain panel toujours de texture ou de goût pendant trop longtemps. Et si ça commence à avoir un retentissement soit social, soit staturopondéral, soit sur son fonctionnement global, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça a aussi un retentissement sur sa vie et l'organisation familiale. Puisque quand on est obligé d'enlever son enfant de la cantine pour que papa ou maman viennent le récupérer, le faire manger à la maison, parce que ça fait quand même des mois qu'on paye la cantine et qu'il ne mange qu'un crouton de pain, et qu'en plus les dames de la cantine le forcent, ça a un vrai retentissement. Donc là, on peut aussi se poser la question d'un vrai trouble alimentaire pédiatrique qui serait un peu passé à l'as. Ça, c'est des choses que les professionnels de santé ont encore du mal à amener aux parents. C'est toujours un petit peu banalisé, mais chez les enfants, on n'est pas encore dans l'image de soi, on n'est pas encore dans ce qu'il peut ressentir par rapport à cet accès à la nourriture. Mais en tout cas, il faut en tenir compte sur le fonctionnement global et de l'enfant et de la famille. Comment on peut différencier finalement une simple préoccupation pour son alimentation d'un vrai trouble du comportement alimentaire, TCA, on va dire? Moi, je dirais que la partie trouble, moi, je vais l'associer à c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement. Il y a quelque chose. Il y a un principe d'addiction finalement. Oui, on n'est peut-être pas très très loin sur certains comportements. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement en fait. Je comprends mentalement ce qui se passe. Je comprends ce que je dois manger. Je comprends que ce n'est pas forcément très bon pour moi, mais c'est plus fort que moi. À cet instant, je n'arrive pas à trouver une autre réponse. Et effectivement, c'est ce qu'on va avoir comme type de comportement quand on va être face à une addiction, à un comportement ou à une substance. Donc, pour moi, ça serait le trouble, il se situerait à ce niveau-là, en fait. Donc, quand c'est une perte du contrôle, quoi. On perte perd du le contrôle, contrôle. Là, j'ai un problème avec l'alimentation. C'est ça, voilà. Et alors, du coup, effectivement, je peux rejoindre le DSM sur ça fait combien de temps, finalement? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est parce que, je dirais que si j'ai une problématique de deuil, eh bien, peut-être qu'en ce moment, je vais me fiche la paix et c'est pas très grave si je dois aller peut-être parfois me réfugier dans la nourriture. Après tout, pourquoi pas? Ça peut s'expliquer, mais il faut pas que ça soit dans la durée. Voilà. Après, si ça fait déjà des années que ça dure, là, c'est plus compliqué. C'est qu'il y a vraiment un trouble beaucoup plus profond. Oui. Et donc, on a compris qu'il y a des moments clés qui peuvent être déterminants dans ces troubles-là. Est-ce qu'il y a des profils plus à risque? Et est-ce qu'il y a des hommes? Parce qu'on parle souvent des femmes, on met souvent en avant des femmes, mais j'imagine que forcément, il y a aussi des hommes. Alors, moi, je peux répondre par rapport à aux gens que je peux recevoir. Déjà, en thérapie, 90% de mes patients sont des patientes, déjà. Donc, effectivement, j'ai moins de problématiques autour de l'alimentation chez les hommes. Ça existe évidemment également. Peut-être qu'ils consultent moins facilement des gens comme moi, en tout cas. Ensuite, c'était quoi le début de la question? Est-ce qu'il y avait des profils? Des profils à risque. On en a déjà un petit peu parlé par rapport à la partie culturelle, sociétale, habitude. Alors, moi, je veux pas non plus stigmatiser la mère dans tout ça, parce qu'évidemment, c'est quand même souvent par là qu'on va aller chercher. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, le trouble alimentaire, pour moi, il est quand même vraiment un enjeu aussi dans la relation. Le trouble, qu'est-ce qu'il vient dire finalement? De quoi ça parle? Alors, est-ce que c'est un problème avec la mère, avec le père? Est-ce que c'est un problème dans la famille? Est-ce que c'est un problème d'image? Est-ce que c'est un problème à l'école? Est-ce que... Voilà, moi je pense aussi que les facteurs à risque, peut-être qu'on pourrait parler de l'attachement, du lien d'attachement, peut-être que les problématiques, elles viennent de là, donc de l'enfance évidemment. Oui, alors je rebondis là-dessus. Le plus gros facteur de risque que moi je retrouve sur la population que j'accompagne, c'est vraiment la prématurité, puisque c'est des enfants qui très souvent ratent ces premières minutes cruciales de contact avec la maman, mais pour des raisons médicales et d'urgence. Donc c'est des enfants qui vont du coup être trop peu exposés, et c'est réciproque. La maman aussi va du coup avoir des difficultés d'attachement. Et puis, heureusement, maintenant, on favorise vraiment le pot à pot, même en couveuse, on favorise les rencontres précoces. Mais pour revenir tout à l'heure à ces profils un peu neuroatypiques, les prémas et les grands prémas sont des enfants qui vont avoir des expériences sensorielles qui vont être
biaisés, puisque du coup, ils vont vivre dans un environnement qui va être très calfeutré, très médicalisé, qui vont être bercés par des lumières particulières, par des bruits d'instruments médicaux. Et c'est surtout, ils ne pourront pas bien expérimenter la succion dans leurs premiers jours de vie. Et ça peut vraiment déconditionner plein de choses. Et puis tous ces gestes sur la sphère orale qui vont être très douloureux, très invasifs, des sondes nasogastriques, des scopes, des tuyaux qui vont leur permettre de respirer. C'est des enfants, ils peuvent pas trop s'exprimer. Quand on est adulte, c'est plus facile d'expliquer ou de se rendre compte. Oui, et puis je vous rappelle quand même qu'il y a pas si longtemps, on disait que les enfants ressentaient pas la douleur. Donc on a quand même fait une sacrée avancée. C'est pas si vieux. Donc voilà, ça c'est un vrai facteur de risque. Les problématiques alimentaires chez ces enfants qui ont eu un mauvais départ dans la vie. Parce que avoir une sonde nasogastrique, c'est quelque chose qui est réversible, c'est quelque chose que moi j'accompagne. On fait des sevrages de sondes nasogastriques sur des enfants, mais forcément, si l'enfant associe la prise alimentaire à quelque chose qui est dangereux ou désagréable, il va déjà se construire avec une mauvaise base, un mauvais rapport à l'alimentation. Et les mamans vont rentrer un peu dans un truc très médicalisé aussi de alimenter mon enfant va devenir un enjeu parce que c'était un tout petit poids de naissance et parce que et ça biaise aussi le rapport très hédonique à l'alimentation et voilà, ça peut être compliqué. Et pour parler un petit peu des adultes maintenant, Sophie, toi dans ton cabinet, est-ce qu'il y a des profils types de gens qui viennent te consulter? Comme disait Cécilia, il y a plus de femmes que d'hommes. Après, des profils types, non, pas spécialement, non. Pas lié au niveau social, peut-être. Peut-être qu'on ait plus ou moins d'argent, peut-être pour plus ou moins bien manger. Non. Les femmes viennent plus facilement en cabinet de thérapeute. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus... Elles s'occupent peut-être plus d'elles que les hommes, je sais pas. Elles ont peut-être plus de facilité à raconter leur histoire, leur intimité. Donc, on a plus de femmes. Mais après, il n'y a pas de profil type, ni au niveau socio-culturel, ni quoi que ce soit. Depuis tout à l'heure, on parle de plein de termes différents, anorexie, boulimie, etc. On va rentrer plus en détail dans chaque terme. Donc, on en a parlé, l'anorexie, c'est un trouble alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est si on prend juste le mot anorexie? Qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les signes précurseurs? Sophie, oui, peut-être. L'anorexie, c'est quand la personne ne se nourrit pas. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme signe? C'est assez... Elle maigrit, elle a des difficultés à avaler. Donc, souvent, elle rentre quand même... Il y a un conflit familial. Il y a souvent un conflit où il y a des injonctions familiales pour qu'elle se nourrisse. Et c'est un mécanisme où la personne a des difficultés à absorber de la nourriture. Cécilia? Pas que, ça peut être aussi des personnes qui peuvent... essayer de perdre du poids à tout prix et qui de toute façon se retrouvent ensuite en situation inverse où elles deviennent anorexiques parce qu'elles veulent perdre du poids. Parce que on voit souvent des jeunes filles justement qui sont dans des il y a beaucoup de challenges sur Instagram, il y a beaucoup de choses comme ça et ça crée aussi je voudrais ressembler, alors bon voilà, et puis ensuite si je tiens pendant 10 jours sans manger, qu'est-ce que ça va donner, et puis elle rentre dans un mauvais engrenage. Ensuite elle rentre dans quelque chose. Alors souvent, comme moi je dis aussi que c'est multifactoriel, évidemment il y a une fragilité et puis forcément le trouble il va se frayer un chemin plus facilement sur ces terrains-là. Et on rentre souvent par la porte du régime, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a envie, pour X raisons, de perdre du poids. Faire attention à bien s'entourer et pas forcément essayer de faire tout seul et de ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Parce que forcément, c'est souvent par la porte du régime que le trouble se déclenche derrière sans qu'on... C'est là où il faut être accompagné. Il faut aller voir une diététicienne, par exemple... pour se faire accompagner? Oui, une diététicienne, un médecin, une psychologue s'il y a besoin, parce que il y a tous ces facteurs qui sont imbriqués. Mais c'est souvent en voulant faire ce régime que se déclenche derrière le trouble. Et après, les éléments précurseurs, l'anorexie mentale, c'est refus de manger. Et donc, c'est pas uniquement ça. On avait parlé tout à l'heure du DSM-5, qui est le manuel diagnostique des troubles psychiatriques, des troubles mentaux. C'est clair, les critères d'évaluation de l'anorexie mentale. Il y a ce trouble de l'image du corps qui apparaît avec cette effectivement
dysmorphophobie dont on a parlé tout à l'heure, ou la patiente souvent, parce qu'effectivement l'anorexie touche plus les femmes que les hommes. La patiente va imaginer dans sa tête qu'elle est plus corpulente que ce qu'elle n'est. Il va y avoir cette envie de perdre du poids, et cette perte de poids significative qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la maigreur, enfin la perte de poids qui est rapide. Et puis après il y a tout ce qui est associé en termes de symptomatologie sur le comportement alimentaire, hein, l'évitement, le fait de manger des toutes petites quantités, de parfois jouer avec ses aliments pour gagner du temps, voilà. Et puis tout à l'heure, vous parliez de plus d'hommes, plus de femmes. Alors oui, il y a plus de femmes, particulièrement sur l'anorexie mentale et la boulimie. Faut juste pas oublier que les troubles du comportement alimentaire, ils sont souvent décrits comme les troubles de la dissimulation. C'est-à-dire que ce sont ça cache quelque chose derrière. On souhaite masquer. Non, c'est-à-dire que ce sont des personnes, globalement, qui ne vont pas venir vous dire qu'ils souffrent d'un trouble. Hein. Ceux qui viennent dans vos cabinets, c'est déjà... Il y a des choses qui se voient quand on est anorexique. Une envie une conscientisation, une envie de venir se soigner, d'avoir compris qu'il se passait ça. Pour d'autres, c'est clair, mais ils n'ont pas envie de l'évoquer. Et pour d'autres encore, ils pensent qu'ils sont en difficulté avec l'alimentation uniquement. Ils sont juste un peu dans le déni, finalement, certains. Ouais, ça pourrait être une forme de déni, ça pourrait être une forme de culpabilisation, de honte aussi de parler de ça, parce que voilà, il y a plein de problématiques plus complexes dans la vie. Certains peuvent être en difficulté pour dire que ils ont mangé 2000 kilocalories en une demi-heure sur une crise alimentaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très culpabilisant pour ces personnes-là. Donc, et souvent, ils ne savent pas qu'ils souffrent de ce trouble. Ils avaient une grande partie des jeunes que nous accompagnons, nous, sur l'obésité, qui pensent qu'ils sont simplement, entre guillemets, obèses, c'est-à-dire qui mangent pas très bien, qui bougent pas assez, voilà. Mais en fait, on est très très loin de l'obésité. On est déjà sur une hyperphagie boulimique qui est déjà présente à 12, 13, 14 ans. Et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la prévalence et des chiffres épidémiaux. On dit que ça concerne plus les adultes, parce qu'en fait, les ados ont souvent passé plein d'étapes, ils ont essayé de perdre du poids à plein d'endroits, et puis on se rend compte au bout de X années qu'effectivement, il y a peut-être un trouble alimentaire caché derrière l'obésité. Mais il y a aussi en France beaucoup de catégorisation de nos métiers. Hein. Quand on a un problème de poids, on va voir le nutritionniste, on va voir les téticiens, alors que parfois il faut aller voir le psychiatre, concrètement. Voilà, donc justement, quelles sont finalement toutes ces causes psychologiques et sociales qui peuvent contribuer au développement de cette anorexie ? Sophie, une idée sur le sujet ? Toutes les causes qui peuvent déclencher ça ? Toutes les causes, ce qu'on disait, c'est les injonctions sociétales, c'est l'image. Donc la pression extérieure, l'image qui peut déclencher l'anorexie. C'est la volonté de contrôler les son régimes image. Qui dérapent, c'est ça ? Oui, les régimes qui dérapent, parce que dans l'anorexie, il y a quand même une volonté de contrôler son image. Donc contrôler l'image que l'on donne à voir, mais aussi contrôler indirectement le regard des autres. Donc il y a toute cette injonction-là qui rentre en ligne de compte. Et oui, ça part d'un régime, mais après, ça part aussi de toutes sortes de mécanismes psychologiques. Et c'est vrai que dans nos cabinets, la personne qui souffre d'anorexie vient rarement, parce qu'elle est dans une forme de contrôle où il y a une forme de déni, elle ne se raconte pas, ou alors elle vient au bout de plusieurs années. Oui, c'est vrai que, alors en tant que diététicien, quand on a eu des jeunes anorexiques à traiter, on est vraiment très très prudent, et en fait, c'est pas méchant ce que je dis, mais on ne les croit pas, c'est-à-dire que c'est des petits menteurs. Ils vont vous dire non, mais j'ai bien mangé, ou je vais manger tant de calories, j'ai encore faim. Mais en fait, c'est faux. Ils vous mentent tout le temps. Donc, on a des programmes qui sont bien cadrés, parce que un anorexique, on ne va pas lui donner non plus l'alimentation qu'on donne à un bien portant. On va vraiment restreindre au niveau calorique. On va commencer par 500 calories et on va augmenter petit à petit, parce que au niveau médical, l'anorexie, ça bouleverse complètement l'organisme. Il faut réintroduire au crescendo. Donc on introduit petit à petit. Donc eux, ils veulent aller très vite, parce que pour eux, ils n'ont pas de problème. Oui.
Voilà, donc ça, ils vous disent oui, mais à la fin de la semaine, j'aurai atteint mes 1500 calories, je vais pouvoir rentrer chez moi. Mais c'est faux. Cécilia, Je pense aussi que le trouble, qu'est-ce qu'il vient dire dans la famille. Enfin, souvent, quand même, on est face aussi à des mamans qui souffrent de voir une jeune fille se détruire. Enfin, on est aussi sur quelque chose qui est comment dire. Ça déstabilise tout un système. Oui, c'est ça. C'est systémique. En effet, c'était le mot que je cherchais. Merci. C'est systémique. Et donc, du coup, en effet, qu'est-ce que ça vient dire dans cette famille? Qu'est-ce que ça vient révéler? Comment le père, la mère vont se positionner par rapport au trouble? Comment les frères et sœurs? Comment va être aussi l'accueil? Je pense que c'est de regard, quoi, toujours. Comment vont se regard, mais le plutôt frère, non, les sœurs. plutôt le message de cette souffrance. Qu'est-ce que si on parle de symptômes, qu'est-ce que ça vient dire dans cette famille en fait? Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi à ce moment-là ça se déclenche? Pourquoi est-ce que ça se cristallise ou pas? Donc je pense que ça a aussi comme une espèce de mission de dire quelque chose en fait. Oui, moi j'ai eu une expérience il y a pas très longtemps. Qui m'a un peu bouleversée parce que je l'ai pas vu venir en fait. Je suis un enfant qui a des troubles alimentaires dans un contexte un peu particulier et qui ne prend pas de poids depuis toujours. Mais c'est vrai que on a tout fait pour que les parents soient très acteurs et que les parents puissent reprendre la main sur les repas, que ça se passe bien, que les repas puissent se faire à la maison. Enfin, on a eu un très gros accompagnement. Et puis cette maman, c'est une maman qui a un tout petit gabarit, qui est vraiment très très menue. Et puis un jour, sur un malentendu, quand j'ai commencé à lui parler des troubles alimentaires de son fils, elle m'a lâché une bombe en me disant moi, j'en parle pas beaucoup, mais moi aussi, j'ai des troubles alimentaires. Alors en fait, c'est un énorme malentendu, parce que moi, je parlais pas de ça. Je parlais pas d'anorexie, je parlais des problématiques alimentaires de son fils qui gérait pas bien en bouche les textures, on n'arrivait pas à avancer. Et du coup, je me suis dit, mais catastrophe, comment on peut accompagner cet enfant pour qu'il mange avec ses parents, alors que la maman, elle est déjà en proie à ses propres luttes. Et puis en fait, en comprenant, effectivement, elle avait une histoire familiale et des traumas extrêmes. Et du coup, elle était un peu dans le déni aussi par rapport à son enfant. Donc il y avait un peu des phases d'alternance où parfois, elle lui laissait un accès no limite à la nourriture, alors qu'il n'était pas du tout en capacité de gérer. Et en même temps, une espèce de banalisation. Enfin, c'est quand même un enfant qui a un retard staturo-pondéral, mais massif, en me disant, mais de toute façon, dans ma famille, on est tous comme ça. Oui, peut-être morphologiquement, mais pas psychiquement. Et donc, c'est vrai que quand on commence à gratter un peu dans les systèmes comme ça, souvent, on se rend compte que parfois, oui, c'est un fait qui a fait émerger une problématique psy comme ça. Et puis, parfois, on se dit, oui, la pomme tombe pas toujours très loin de l'arbre. Puis, parfois, il y a effectivement, je pense que Cécilia, toi, tu le repères souvent, mais il y a effectivement parfois des répétitions de schémas dans les familles. C'est ça qu'on cherche dans le transgénérationnel, dans cette approche. On cherche effectivement les répétitions, les dates anniversaires, les traumas, évidemment tout ce qu'on ne sait pas dans les familles, les secrets, les non-dits, qui évidemment encombrent psychiquement. Alors, j'ai fait un mémoire sur la transmission, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez curieux. Comment on peut être encombré de quelque chose qu'on ne sait pas. Ah ouais, ça c'est tout un sujet, mais c'est vrai que je pense aussi que dans le rapport alimentaire, ça peut jouer. En tout cas, c'est une piste. Bien sûr, c'est pas l'unique piste, mais c'est systémique effectivement. Aujourd'hui, l'anorexie, ça se soigne, heureusement. Quels sont les traitements qui existent, Sophie? Alors moi, je ne suis pas médecin. En thérapie, comme je disais, on travaille beaucoup à faire parler la personne. Il y a un langage non verbal qui est assez intéressant. Parfois, elle va dire des choses, des mots qui se répètent, qu'on va relever, qui vont permettre de un petit peu aller voir ce qui se passe en elle. Après, comme je disais, je travaille beaucoup en hypnose parce que l'hypnose permet d'aborder le sujet inconscient et donc d'aller déprogrammer en invitant l'inconscient à trouver ses propres solutions, des schémas qui encombrent et qui dérangent. Donc ça peut être une piste, mais... Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, oui. D'autres avis pour essayer de sortir de ça, Cécilia? Je pense qu'il y a deux, trois axes à traiter. Bien sûr, il y a la partie nutrition, il y a la partie corporelle. Peut-être réintroduire des massages, le toucher. Je pense qu'on parlait de la gestion émotionnelle, il y a quelque chose aussi à travailler de ce côté-là.
on a des outils, la photothérapie, on a des groupes de parole, des groupes de soutien. On peut éventuellement proposer aux patients un certain nombre d'outils pour pouvoir l'accompagner. Mais effectivement, déjà, la psychothérapie comme une façon de comprendre, d'aller gratter, comme on l'a dit tout à l'heure, sur qu'est-ce qui se joue et où est la souffrance, tout en essayant de traiter la partie comorbidité. Est-ce qu'on n'a pas une dépression ? Est-ce qu'on n'a pas eu des abus, des traumas qu'il faut aller... Donc c'est une prise en charge qui est quand même assez longue, tu l'avais dit, Sophie. C'est vraiment pas simple, quoi. Non, c'est pas simple, c'est vrai. Alors, on va se retrouver dans quelques toutes petites secondes. On va être un petit peu focus sur la boulimie. À tout de suite sur votre radio. C'est Faut qu'on en parle. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Donc effectivement, dans tous ces troubles, il y a aussi la boulimie. Quels sont les signes et les symptômes les plus courants et comment les reconnaître chez soi ou chez un proche ? Sophie, tiens. La boulimie, c'est très complexe parce que c'est une pathologie qui, de par ses caractéristiques, invisible d'un point de vue corporel. Ce sont des jeunes femmes plus, mais il y a, je crois que c'est 2 femmes pour 3 garçons pour 2, non, 3 femmes pour 2 garçons. 3 femmes pour 2 garçons. En épidémio. Donc il y a des hommes qui sont touchés aussi, mais globalement ce sont ni des personnes qui vont être dans les plus bas niveaux de l'IMC, ni en situation de surpoids ou d'obésité. Donc en fait c'est monsieur et madame tout le monde d'un point de vue corpulence. Parce que ce sont des personnes là où si tout à l'heure on parlait de l'anorexie mentale, on parlait d'une façon de vouloir contrôler absolument tout dans son environnement. La boulimie, c'est une alternance entre des moments où je vais hyper maîtriser et des moments où, à l'inverse, je vais complètement perdre le contrôle et avoir des crises alimentaires qui peuvent être très répétées ou pas, en fonction de la gravité, qui peuvent être importantes ou pas. Et donc, derrière ces crises alimentaires, on va avoir ce qu'on appelle les comportements compensatoires, c'est-à-dire essayer de gérer cette prise alimentaire de la meilleure des façons. Une fois que la crise est passée, on va avoir des patients, des patientes qui vont se mettre à faire de l'activité physique de manière intense, qui vont se provoquer des vomissements, qui vont prendre des laxatifs, carrément, ouais. Ou les 3, ça dépend de la gravité. Donc, mais tout ça de manière dissimulée. Bien sûr, la crise alimentaire, elle se passe pas à table devant les autres, à part dans certaines situations extrêmes. Mais sinon, ce sont des personnes qui vont manger avec vous à table normalement et qui vont en dehors des repas, dès qu'ils vont avoir la possibilité d'être seuls, qui vont avoir des comportements alimentaires complètement désorganisés. Donc, les symptômes, ils sont difficiles à observer, mis à part qu'on connaît bien les personnes et qu'on commence à avoir un tableau qui peut nous donner quelques alertes sur cette préoccupation du corps, cette préoccupation autour de l'alimentation, autour de son apparence. Mais sinon, on peut être tout à fait côtoyé aujourd'hui des personnes qui souffrent de boulimie sans le savoir. Est-ce que ça a un impact sur leurs relations personnelles et sur la vie sociale de cette personne ? Si nous, on ne le voit pas extérieurement, est-ce qu'elles, forcément, elles en ont un ou pas ? Bien sûr, tu complètes Oui, pas, oui, mais oui. Souvent, quand elles sont, par exemple, en couple, elles attendent que le mari soit couché pour pouvoir s'adonner à la crise, en fait. Oui, c'est ça, mais elles ont déjà, souvent, il y a quand même une structure avant d'aller chercher la nourriture, qu'est-ce qu'elles vont manger. Alors, tout dépend s'il y a 2 crises, 3 crises par jour, enfin... Voilà, on a toutes sortes de schémas, mais parfois le mari, moi ça m'arrive justement en approche systémique de questionner un petit peu l'entourage. Le mari n'a absolument rien vu et effectivement, comme le poids est relativement stable, ils ne se rendent pas compte que la femme est en souffrance extrême. Oui, et puis en général, c'est très très bien structuré, c'est très ritualisé, donc on ne laisse pas les emballages. Enfin, elles sont très très intelligentes en général, ces femmes. On parle des femmes, mais ça touche que les femmes, ça ? Non, il y a des hommes. Mais effectivement, c'est très ritualisé, très organisé, et la prise de boisson avant pour faciliter. Enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est vrai que selon comment c'est amené, selon comment c'est maîtrisé,
Ça peut passer, mais complètement à l'as. Oh, je suis un peu barbouillé, je t'ai entendu vomir, bah oui, je suis un peu barbouillé, il y a un truc qui n'est pas passé. Enfin, il y a toutes les excuses du monde qui sont valables, en fait, avec ces gens-là. Souvent, ça va être peut-être au détour d'un soin dentaire que le dentiste va se poser la question en se disant tiens, c'est marrant, les dents sont d'une certaine façon. On peut avoir ou ça peut-être être dans les examens médicaux, de trouver des taux très bas, j'imagine, de certaines vitamines, enfin de choses comme ça. Mais parfois, ça peut passer à l'âge, je pense, pendant de nombreuses années, en effet. Tout ça, ça peut amener des complications en fait médicales graves, évidemment, telles que par exemple, je crois, la rupture œsophagienne ou l'insuffisance rénale, carrément. On peut aller jusque-là. Oui, Cécilia? Alors là, Ouais. pour le coup, moi, je suis pas forcément qualifiée pour parler de ça, mais... Les complications. Oui, vous en avez entendu parler. Oui, on n'a pas de médecin autour de cette table, mais... La rupture œsophagienne, il faut y aller quand même. Ouais, Voilà, c'est c'est ce les que cas je les plus pense importants, aussi. mais Les cas graves, là. les troubles cardiaques, par contre, c'est plus Ah fréquent. Oui, parce que forcément, quand il y a des vomissements très répétés, quotidiens, il y a une modification du taux de potassium et de sodium qui sont impliqués dans l'activité cardiaque. Donc, il y a cet élément-là. Les ballonnements sont très fréquents et peuvent derrière créer des constipations, Oui, c'est ça, un dire, inconfort. Le microbiote, ça va perturber le microbiote, Tout à fait. évidemment. Alors, effectivement, l'aspect dentaire aussi. On a des personnes qui vont avoir des grosses problématiques à ce niveau-là et quelque part dans le quotidien, c'est compliqué aussi. Et puis après, oui, la rupture œsophagienne, mais on est Là, on est c'est sur vraiment des cas très graves qui Dans les concernent cas- très très peu de monde. Faut espérer, effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme obstacle finalement courant qui empêche les personnes atteintes de boulimie de chercher de l'aide, et comment on peut les surmonter, comment on peut les aider finalement? Parce que c'est difficile de repérer en fait ce trouble. Ouais, il est très difficile à repérer. Je pense que c'est Donc, pour savoir comment les aider après, on ouais, ne voit pas déjà. c'est compliqué. Je pense que déjà, c'est très bien que peut-être qu'il y a des personnes qui vont entendre ce qu'on dit aujourd'hui et qui peuvent être en difficulté, peut-être se reconnaître dans ce qu'on est en train de décrire. Et donc, c'est une pathologie dans laquelle, dès lors qu'on a fait sa crise, et donc on l'évoquait une fois, 2 fois, 3 fois par jour, ça peut être effectivement très handicapant sur le plan social. Il y a une énorme culpabilité qui apparaît avec tout un tas de sentiments complexes, la détresse psychologique au sens large. Et donc, déjà, le fait d'arriver à peut-être identifier une personne dans son entourage où on va arriver à échanger et à pas rester en fait enfermé, parce qu'étant donné qu'elles sont dans cette hyper stratégie effectivement de cacher tout, attention, je vais manger là, etc. Tout est complètement défini à l'avance. Elles peuvent s'enfermer complètement de manière complètement isolée dans cette problématique-là. Donc le fait d'arriver à en parler à une personne de son entourage au moins pour évoquer un certain mal-être, pas forcément l'ensemble des crises, mais ça peut être déjà des petites choses qu'on évoque pour avoir des appuis. Et après l'entourage, mis à part le fait d'être extrêmement tolérant et donc du coup non jugeant si on a une personne qui va pas être très à l'aise pour manger tel jour avec vous ou qui va avoir des comportements que vous avez repérés un peu différents. Effectivement, si on prend frontalement la personne en lui disant bah alors tu ferais pas de la boulimie par hasard, bon bah il est sûr que la personne va se fermer complètement. Donc il y a la question d'être très patient, d'être très tolérant, peut-être de valoriser ces personnes-là et de les soutenir dans ce qu'elles peuvent faire au-delà de l'alimentation, parce que la grand risque, moi je vois dans les troubles alimentaires, c'est de focaliser toute l'attention sur l'alimentation et que sur l'alimentation et comment on va manger, à quelle heure, est-ce qu'il faut qu'il y ait du plaisir absolument, et on va rentrer dans quelque chose de obsessionnel en fait. Voilà, donc encore une fois, c'est qu'un symptôme, donc soutenir la personne dans sa vie de manière générale, dans des activités, dans le fait de partager des moments ensemble, d'avoir des projets potentiellement. Je pense que c'est quelque chose qui peut soutenir et c'est parfois compliqué pour l'entourage de savoir trop quoi faire. Donc juste de rester à sa place d'amis, de sœurs, de frères, de cousins, je sais pas, mais parfois on peut avoir l'envie de faire le psychothérapeute aussi, donc ça peut être très lourd. Donc c'est plus l'idée, en tout cas pour moi, d'être présent, tolérant, patient et soutenant. C'est déjà très bien.
Je pense aussi que souvent, on a une dépression, on a quelque chose aussi. Est-ce que le trouble crée la dépression ou c'est parce que j'ai une dépression que j'ai le trouble? Du coup, je pense que cette approche aussi, c'est par là que peut-être que le patient finalement vient consulter. En général, il ne vient pas forcément consulter en disant j'ai un trouble alimentaire, mais il dit je suis en souffrance, il y a quelque chose qui s'est passé et finalement c'est sa stratégie d'évitement par rapport à la problématique. Donc je pense aussi que là, les comorbidités rentrent vraiment en ligne de compte. Est-ce qu'il y a une dépression? Est-ce qu'il y a autre chose? Et à partir de là, on peut aborder le trouble alimentaire. Mais c'est vrai que c'est assez rare que les patientes viennent en disant j'ai un trouble alimentaire. Ça nécessite déjà une peut-être prise de conscience de quelque chose. Comme toutes finalement les problématiques addictives aussi au sens très large, finalement. On ne pourra pas accompagner quelqu'un qui déjà est dans une pathologie d'évitement, de déni, évidemment. Donc, Et puis, sur le plan diététique et physiologique, la personne, il faut qu'elle prenne aussi conscience qu'elle fait du mal à son corps. Mais au sens littéral. Là, elle heurte parce que prendre des laxatifs, comme disait Sophie, c'est très, très courant. Donc là, la muqueuse... Elle est très, très abîmée. Très sollicitée, très mauvais. Ouais. Voilà, on fait du mal à son microbiote aussi. Aujourd'hui, on connaît le retentissement que ça peut avoir sur l'ensemble de son bien-être, le microbiote. Là, en prenant des laxatifs, on le ravage. Ça peut mettre 6 mois à se reconstituer. Et puis, quand on se fait vomir, on dérègle son organisme et on dérègle ce qu'on appelle l'homéostasie, donc tous les électrolytes de l'organisme. Ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure sur l'anorexie, en préparant l'émission, faire attention pour les anorexiques de ne pas les forcer, surtout. On réintroduit une alimentation vraiment au coup par coup et on va pas les brutaliser sur l'alimentation, surtout parce que si on réintroduit une alimentation comme ça trop vite, on peut les tuer. Donc ne les maltraitez pas. Il y a un trouble aussi qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'hyperphagie. Qu'est-ce que c'est et comment ça se distingue des autres troubles alimentaires? L'hyperphagie, c'est plutôt un comportement de compulsion alimentaire. Je crois qu'il n'est pas associé de vomissement. C'est ça la différence avec la boulimie vomitive. Et donc, ce sont par des crises, finalement, que le sujet va avoir de façon... répétée ou peut-être régulière et qui va créer justement une souffrance où le sujet va pouvoir ingurgiter une quantité incroyable de nourriture jusqu'à quelque chose de... C'est clairement ce qu'on appelle l'hyperphagie finalement boulimique, c'est ça? Est-ce que ça peut entraîner un cercle vicieux de prise de poids et de frustration en fait? Comment ça peut se briser ça, l'hyperphagie boulimique? Oui, ça nous amène à faire surtout des notions de culpabilité très importantes, de confiance en soi, de problématiques d'estime de soi, évidemment qui sont liées au fait que comme j'ai eu ma crise alimentaire et que j'ai gardé l'alimentation, alors je vais probablement grossir et du coup je reste dans un espèce de cercle où on va se retrouver avec l'image du corps et comment bien vivre ça, d'autant qu'on est sur des crises, donc évidemment il y a quelque chose de la ça monte et ça redescend. Enfin, il y a quelque chose. Voilà, l'anxiété va peut-être diminuer à partir du moment où je suis allée dans la crise, puisque c'est ça que je vais chercher. Par contre, derrière, je suis dans ma détresse et finalement, comme quelqu'un qui aura une conduite addictive avec de la drogue. Dès que j'ai terminé, je ressens une satisfaction. Mon corps va pouvoir lâcher et puis ma seule obsession est peut-être d'y retourner parce que à ce moment-là, j'ai trouvé une solution. Temporaire pour masquer ma problématique. Ouais. En pédiatrie, on peut trouver aussi certains comportements d'hyperphagie comme ça qui sont parfois associés à certaines pathologies. Je reviens aux enfants donc, qui ont des troubles du spectre autistique ou des particularités sensorielles. C'est des enfants qui ne comprennent pas bien, qui ont un très mauvais niveau de lecture de leurs sensations corporelles. Et du coup, c'est des enfants qui parfois n'ont aucune sensation de satiété. Et du coup, ils se remplissent et ça leur donne...
Voilà, on est dans un comportement de remplissage et puis comme ils n'arrivent pas trop à savoir à quel moment c'est trop peu, ils en mangent tant qu'ils en ont, ils en mangent tant qu'ils en ont et puis au bout d'un moment, c'est vrai que ça crée quand même des douleurs, mais ils sont pas non plus capables de décoder ces douleurs et c'est un peu comme ces bébés qui ont des reflux gastro-œsophagiques. Qui vont avoir mal, donc ils vont retéter, et puis comme ils ont retété, ils remettent l'estomac en activité, et puis du coup ils ont mal, donc du coup ils retètent, et on est un peu dans ce truc sans fin, mais c'est vrai que ces comportements d'hyperphagie, moi je les rencontre de temps en temps, et c'est aussi ça qui peut masquer parfois des troubles alimentaires pédiatriques où les mamans elles vont me dire il mange, hein. Alors ça, moi, il n'y a pas de souci, il mange. Et en plus, il y a un phénomène un peu culturel où on sait que, par exemple, dans la population maghrébine ou italienne, il faut que les bébés soient gros et bien portants. Donc, à la limite, tant qu'ils mangent et qu'ils s'arrêtent pas, ça fait plaisir, on est content, mais ça cache aussi de la pathologie derrière. Oui. Ce qu'on voit avec ces enfants qu'on nourrit, qu'on n'arrête pas de nourrir, c'est que ça stimule le circuit de la récompense. Et je pense qu'après, à l'âge adulte, c'est un retentissement. On pense que pour être bien, il faut stimuler ce circuit de la récompense. Donc, nous, praticiens, on est un peu en lutte contre ça. Mais il faut dire aux mamans que elles arrêtent de mettre toujours un biscuit dans la bouche aux enfants pour leur dire qu'il sera mieux comme ça, quoi. Oui, et puis il y a aussi des espèces d'injonctions éducatives de « mais finis ton assiette, tu te rends pas compte, il y a des enfants dans le monde qui ont pas à manger, toi t'as la chance d'avoir à manger ». Donc en fait, on a été beaucoup dans ces trucs où il fallait manger, et c'est vrai qu'on commence maintenant à ressensibiliser en disant « mais faites attention et calez-vous sur vos besoins, votre ressenti ». Et là, on arrête de manger quand on a les premiers signaux. Mais faut-il avoir ces signaux ? Mais c'est aussi une façon pour une maman d'aimer son enfant, de lui faire à manger. Ça passe aussi par là. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est à regarder, ça. Oui, et je vois avec certains patients, il faut recadrer les grands-parents parce que c'est vrai que les enfants, ils nous disent oui, mais chez mamie, je mange ça, il me donne ça. Je dis oui, mais il faut pas leur en vouloir parce que c'est de l'amour qu'ils te donnent à travers toute cette alimentation. Oui, ça on le voit dans certaines familles. Donc, c'est par un chèque, pour certaines familles c'est par un gâteau. Il y a des codes dans certaines familles. Alors les enfants, quand on les accompagne dans une éducation nutritionnelle, et donc eux ils savent après ce qu'il faut pas ou ce qui est en trop. Il y a aussi du coup toute une partie prévention qui est importante à faire et sensibilisation. Comment la prévention et l'éducation peuvent-elles aider justement à réduire tous ces troubles alimentaires, en particulier chez les jeunes ? Vos émissions. Voilà. Il faut qu'on en parle, c'est ça ? Mais oui, il faut qu'on en parle parce qu'effectivement, l'information, ça reste vraiment le meilleur moyen de prévention. Enfin, il y a trop de familles qui sont en difficulté parce qu'elles se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elles ne savent pas vers qui se tourner et puis elles savent pas ce qui est du domaine de la normalité et de ce qui est encore acceptable et de ce qui devient un peu au seuil du pathologique. Donc oui, on en parle, on fait des flyers, on fait des posts, on fait des interventions radio, on fait tout ce qu'on peut. Mais oui, il faut parler de tout ça parce que c'est grave et important et il y a des choses à faire. Est-ce qu'il y a quelques approches, en quelques mots, thérapeutiques qui sont vraiment les plus efficaces pour traiter les troubles alimentaires au sens large ? Consulter un praticien, je ne sais pas. Est-ce que vous avez en tête là qui peut vous venir ? Comme on le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir plusieurs professionnels. Le nutritionniste qui va donner des indications pour s'alimenter sainement, le thérapeute qui va plutôt lever les blocages et accompagner la personne au niveau émotionnel. Et après, il y a effectivement l'entourage familial qui est important dans ça, dans sa tolérance, dans sa compréhension. Et après, c'est la volonté de la personne aussi d'avancer sur sa résilience. Oui, il faut que la personne qui ressente ces troubles, elle ait aussi la volonté de sortir de ces troubles parce qu'on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Après, le patient, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il fasse attention à son corps parce que c'est le corps qui va avoir toute sa vie. Et c'est ce que je dis à mes très jeunes patients, à mes ados. Ton corps, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de ta vie. Donc, c'est ta responsabilité d'en faire attention.
Et fais attention, si tu manges trop de sucre, tu es en train de te fabriquer un diabète. Donc, si tu as ton diabète, tu vas l'avoir aussi toute ta vie. Et quand on est jeune, c'est pas drôle de commencer sa vie avec des médicaments et tout un suivi, un parcours médical par la suite. Donc, déjà, faire attention à sa santé, mais prendre en compte sa santé, il faut aussi être accompagné par un professionnel, un psychologue. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, moi, je ne peux pas aider quelqu'un dans son parcours nutritionnel s'il n'a pas réglé déjà des problèmes, ses problèmes psychologiques. Sinon, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ça va marcher quelques mois. Oui, et puis après, il va retomber dans ses travers. Mais ces travers, souvent, le socle, il est familial. Hein. Sophie, comment promouvoir une relation saine avec l'alimentation dès le plus jeune âge ? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vais me placer, mais juste pour compléter ce qui a été dit, je pense que c'est important d'insister. Vous évoquiez juste avant la question de comment prévenir dans l'ensemble de ces troubles, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique. Un des éléments qui traverse chaque situation, c'est l'effondrement ou l'effritement de l'estime de soi. Et du coup, c'est vrai que en prévention, je pense que tout ce qui peut être fait, que ce soit l'entourage familial, l'école, les sphères de vie sportives, culturelles qu'il peut y avoir, si effectivement le jeune, parce que les troubles alimentaires apparaissent principalement à l'adolescence, même si après on a d'autres cas de figure. Si pendant cette période-là, il y avait une vigilance particulière sur le fait que la personne, le jeune, soit épanoui, renforcé dans ses capacités, dans ses talents, dans ses attitudes, qu'il ait des projets de vie au-delà de l'alimentation à proprement parler, forcément, on va avoir des facteurs protecteurs pour la suite. Après la question de l'alimentation dès le plus jeune âge, il y a tout un tas je pense d'habitudes à maintenir ou à avoir en famille. Mais aussi aujourd'hui, beaucoup de familles ne mangent plus à table ensemble. Chacun a son petit plateau dans son coin. On mange à son rythme. Tout à l'heure, on évoquait la question des enfants qui peuvent, ou je crois que c'est un auditeur qui disait ça, j'ai pas faim le matin. On a tout un tas d'adolescents, d'ailleurs tous, qui en général ne mangent pas le matin. Pas parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas faim. C'est leur discours, bien sûr, mais en fait. C'est une nouvelle mode, ça, maintenant. Oui, mais on se rend compte en fait que il y a tout un rythme en fait à observer. Le jeune en général, effectivement, se couche à 2h du matin, peut manger très tard, donc pas très faim le matin. Il va préférer regarder son téléphone le matin. Et le matin, donc il se lève pas forcément en se donnant le temps. Déjà, on se laisse même pas la chance de manière très concrète de manger, puisque on doit partir à 7h30, puis on se lève à 7h et il y a le fait de s'habiller, de regarder son téléphone, effectivement. Donc il y a tout aussi peut-être un rythme de vie à reprendre, ou en tout cas à tenter, pour que les habitudes se reprennent, avec la question surtout du partage à table sans téléphone, sans écran. Perrine, oui, alors tu veux rajouter quelques mots, on va bientôt arriver au terme de l'émission. Je réponds très rapidement. Je pense qu'effectivement, dès le plus jeune âge, ce qui est important, c'est l'exposition. Parce que la nourriture, l'alimentation, c'est quelque chose de très sensoriel. Donc, il faut pas hésiter à faire toucher, à montrer, à faire sentir, à manipuler. Donc, dès le plus jeune âge, on fait pastouiller, on fait tripoter. On n'est pas toujours dans un rapport alimentaire. On ne demande pas à l'enfant qu'il mette en bouche si déjà il manipule, qui sait à quoi ça ressemble, un aliment brut. Comment c'est ? Est-ce que c'est mou ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que dedans c'est mouillé ? Il y a des pépins ? Il n'y a pas des pépins ? On verbalise tout ça. Et déjà, l'enfant, il comprendra que l'alimentation, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Et il faut surtout que ça soit fun, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit toujours lié au plaisir. On ne peut pas mettre quelque chose dans sa bouche et prendre le risque de l'avaler si on ne sait pas à quoi s'attendre. Pensez toujours au mauvais chocolat à la liqueur dans la boîte de chocolat, quoi. Quand on tombe dessus et qu'on n'est pas prêt, ça fait bizarre. Voilà. Donc quand on manipule les aliments, on sait à quoi s'attendre et la notion de plaisir, elle est plus facile. Clairement. Cécilia. Je rajouterais que la notion de la famille, en fait, effectivement, les habitudes de la famille, je pense que c'est vraiment essentiel.
je dirais que on est souvent confronté à des parents qui ont tendance à dire à éduquer avec le fais ce que je te dis mais pas ce que je fais. Alors on a ce problème-là sur les écrans, on a ce problème-là sur les habitudes aussi alimentaires, sur le sport. Je pense qu'une des façons d'être dans la prévention, c'est le sport dès le plus jeune âge, de faire découvrir très tôt le judo, la natation, le foot, etc. Ça me semble être important pour revenir au corps. En fait, je pense aussi qu'on a un petit peu laissé tomber le corps. Les écrans, ça masque évidemment ça de façon importante. Eh bien voilà, nous allons arriver au terme de notre émission. Faut qu'on en parle. Oui, on recevait Anne Berland qui est diététicienne et nutritionniste. Merci Anne. Avec plaisir. Nous avions Perrine Kaczmarek qui est ergothérapeute. Merci beaucoup Perrine d'avoir participé à Faut qu'on en parle. Merci à vous de nous avoir invités. Cécilia Mandar, psychopraticienne transgénérationnelle spécialiste en troubles alimentaires et en addiction. Merci. Merci à vous. Nous avions aussi Sophie Darny qui est praticienne en psychothérapie et en hypnose. Merci beaucoup Sophie d'avoir participé. Merci à vous aussi. Et Sophie Hayek, présidente de l'association Les Oiseaux. Merci à vous. Voilà, l'association Les Oiseaux qu'on retrouve dans le sud de la France. À Sanary. Sanary, exactement. Très 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 belle ville, effectivement. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission principale. Faut qu'on en parle. Si vous voulez avoir les coulisses, n'hésitez pas. Faut qu'on en parle. La suite, ça existe aussi. On dispose sur notre site internet, le www.fautquonenparle.fr. Et bien évidemment, on nous retrouve sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon et bien d'autres, sans aucun souci. Mylène. On se retrouve très très vite Oui. pour une prochaine enquête. On compte sur vous, toujours autant nombreux. Oui, de plus en plus nombreux à nous écouter. C'était Faut qu'on en parle et à très très vite. À ciao. bientôt. Bye.